Comment des atomes ont-ils pu émerger à partir de rien? Cette question paraît simple, mais elle touche au cœur de la cosmologie moderne. Les données montrent qu'il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers n'était pas peuplé de galaxies ou d'étoiles, mais d'un plasma extrêmement chaud et dense. À ce moment, la température dépassait les milliards de degrés et aucune structure stable ne pouvait exister. Pourtant, en l'espace de seulement quelques centaines de milliers d'années, des protons, des neutrons et des électrons se sont organisés pour former les premiers atomes d'hydrogène et d'hélium. Cette transformation est documentée par les mesures précises du rayonnement fossile observées par le satellite COBE en 1992, puis affinées par EUMAP en 1993, 2001 et Planck en 2009, qui révèlent point la trace de l'instant où les électrons se sont liés au noyau. La physique des particules nous permet de retracer cette évolution. Lorsque l'univers avait environ une seconde d'âge, la densité énergétique atteignait 10 à la puissance 22 fois celle d'un noyau atomique, et les neutrinos commençaient à se découpler de la soupe primordiale. 10 secondes plus tard, protons et neutrons pouvaient se lier par la force nucléaire forte. Après 3 minutes, la nucléosynthèse primordiale produisait environ 75% d'hydrogène et 25% d'hélium en masse, avec seulement une trace de lithium. Mais aucun atome neutre n'existait encore, car la chaleur empêchait la capture des électrons. Ce n'est qu'après 380 000 ans, lorsque l'univers avait refroidi à environ 3000 Kelvin, que les premiers atomes stables se sont formés. Pourtant, si ce scénario est bien établi, il laisse des zones d'ombre. Pourquoi les abondances de lithium ne correspondent-elles pas exactement aux prédictions? Comment l'énergie initiale du Big Bang s'est-elle convertie en particules dotées de masse? Et surtout, peut-on réellement dire que ces atomes sont nés de rien, ou plutôt d'un état encore plus fondamental dont nous ignorons presque tout? Ce qui a rendu possible l'émergence de ces blocs est la combinaison de plusieurs forces naturelles qui régissaient déjà l'univers. La gravité, même à l'échelle microscopique, tirait lentement sur la matière. Les interactions plus subtiles, que nous décrivons aujourd'hui comme des forces nucléaires et électromagnétiques, jouaient également leur rôle. Sans cette diversité de mécanismes, rien n'aurait pu se lier durablement. Ce qui paraissait chaos pur se révélait être un équilibre fragile dans lequel certaines lois permettaient aux choses de s'organiser étape par étape. À mesure que le temps avançait, un changement décisif se produisit. La température chuta à un seuil où les premiers noyaux pouvaient se former. Ces noyaux sont le cœur des futurs atomes, mais à ce moment-là, ils flottaient encore dans un océan de particules libres. Ils n'étaient pas encore associés à des électrons, et donc pas encore des atomes au sens complet. Mais leur existence représentait une avancée majeure. C'était la première fois que l'univers contenait quelque chose de plus complexe qu'une simple particule isolée. Cette période que l'on peut qualifier de fondatrice s'est déroulée très rapidement à l'échelle cosmique. En quelques minutes seulement, les conditions étaient donc réunies pour que ces noyaux apparaissent. C'est un paradoxe saisissant. En un laps de temps dérisoire, l'univers a produit les ingrédients de base qui existent encore aujourd'hui en abondance. Les observations modernes confirment que la grande majorité de la matière ordinaire est encore composée de ces mêmes éléments, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Cela signifie que ce qui s'est joué dans ces premiers instants a déterminé la composition globale de l'univers pour des milliards d'années. Mais ce constat soulève immédiatement une question. Si les atomes sont issus de ces processus, qu'est-ce qui a précédé? Peut-on vraiment parler de rien? Le vide absolu n'existait pas dans cette réalité initiale. Ce que nous appelons rien correspond en fait à un état rempli d'énergie. C'est ce fond énergétique qui a donné naissance aux premières particules, qui à leur tour ont permis la formation des noyaux et plus tard des atomes. Le rien se révèle être une notion relative, car il était déjà riche en potentiel. Les chercheurs s'efforcent de préciser la chronologie de ces événements grâce aux données recueillies par différents instruments. Le satellite Planck, par exemple, a fourni en 2013 une carte d'une précision inégalée du rayonnement cosmique. Cette carte ne raconte pas seulement une histoire de lumière, elle traduit directement la manière dont la matière s'est comportée à une époque où elle n'existait pas encore sous la forme d'atomes. Ces mesures constituent donc une sorte de fossile invisible, une preuve que nous pouvons interroger aujourd'hui pour reconstruire un passé inimaginable. Il faut insister sur le caractère progressif de ce processus. La formation des atomes n'a pas été un événement soudain, mais une succession d'étapes liées aux conditions changeantes de l'univers.
À chaque seuil de température et de densité, de nouvelles possibilités apparaissaient. Tant que l'univers restait trop chaud, rien ne pouvait se stabiliser. Mais à chaque refroidissement, des structures plus solides pouvaient émerger. Ce rythme imposé par l'expansion est le fil conducteur qui relie chaque phase de cette histoire. Ce récit des origines cosmiques n'est pas seulement une reconstruction théorique, il est soutenu par des observations concrètes qui correspondent aux prédictions des modèles. Le fait que nous retrouvions aujourd'hui environ les 3/4 de la matière ordinaire sous la forme d'hydrogène et le quart restant principalement en hélium confirme que ces événements se sont déroulés comme prévu. Mais il reste des discordances, notamment autour des quantités de certains éléments légers, comme le lithium. Ces anomalies rappellent que notre compréhension n'est pas complète et qu'il pourrait y avoir des aspects encore cachés dans les premiers instants. Lorsque l'on contemple cette séquence, on comprend que les atomes ne sont pas apparus soudainement, mais qu'ils sont le résultat d'une évolution réglée par des conditions précises. L'univers a servi de laboratoire gigantesque, où la température, la densité et l'expansion ont dicté les étapes. De ce point de vue, les origines cosmiques ne décrivent pas seulement un début, mais un processus qui a ouvert la voie à tout ce qui allait suivre. Pourtant, cette explication rationnelle laisse place à une interrogation profonde. Si tout cela découle d'un état initial d'énergie pure, qu'est-ce qui a provoqué cet état ? Les cosmologistes explorent encore cette question, car elle touche à ce qui échappe à l'observation directe. L'histoire des atomes commence donc avec une part de mystère intacte. Nous savons comment ils se sont formés, mais nous ne savons pas encore ce qui a véritablement précédé leur apparition. Ce doute est au cœur. Avant que les premiers noyaux n'apparaissent, l'univers était dominé par une mer d'énergie pure. Cette phase est essentielle à comprendre car elle constitue la toile de fond sur laquelle la matière future allait se développer. Les chercheurs la décrivent comme un état où aucune particule stable n'existait durablement, seulement des bouillonnements d'énergie qui se transformaient sans cesse en particules fugitives. Dans ces conditions extrêmes, la stabilité était impossible. Chaque tentative de formation s'achevait aussitôt par une destruction, car la température dépassait tout ce que nous pouvons imaginer. Ce monde primordial était un théâtre d'apparition et de disparition où l'énergie semblait jouer avec toutes les possibilités de la matière. Ce caractère instable révèle pourtant quelque chose de fondamental. Même si les particules ne pouvaient pas survivre longtemps, leur existence temporaire montrait que les ingrédients de la matière étaient déjà contenus dans cette énergie initiale. L'univers possédait le potentiel nécessaire pour donner naissance à tout ce que nous connaissons. La difficulté était que la chaleur incessante empêchait ce potentiel de se concrétiser. Ce n'est qu'en se refroidissant progressivement que l'énergie primordiale a commencé à se convertir en particules capables de durer plus d'un instant. Les observations actuelles suggèrent que cette transformation a suivi un rythme dicté par l'expansion. Plus l'espace s'étendait, plus l'énergie se diluait et plus la température baissait. Cette baisse n'était pas uniforme partout, mais suffisante pour permettre à certaines particules de survivre assez longtemps pour influencer leur environnement. Ainsi, au sein de ce chaos énergétique, des zones commencèrent à se comporter différemment, à se stabiliser peu à peu. Ces différences, bien que minuscules, ont marqué le début d'une organisation qui allait s'amplifier avec le temps. L'étude de cette énergie primordiale se fait aujourd'hui de manière indirecte. Nous ne pouvons pas l'observer directement, mais nous pouvons en voir les conséquences. Les particules qui composent dans notre univers portent encore la mémoire de ce moment. Les expériences menées dans des accélérateurs de particules tentent de recréer, pendant une fraction de seconde, les conditions extrêmes de cette époque. Lorsque deux particules sont propulsées, sautent à des vitesses proches de celles de la lumière et entrent en collision, elles libèrent une énergie qui rappelle celle du monde primordial. Dans ce bref instant, des particules apparaissent puis disparaissent, reproduisant le comportement qui devait dominer l'univers à ses débuts. Cette comparaison entre expérience actuelle et conditions originelles n'est pas parfaite, mais elle offre des indices précieux. Elle montre que l'énergie, lorsqu'elle atteint certains seuils, peut se transformer spontanément en matière. Cela confirme l'idée que la matière n'est pas une entité indépendante, mais une manifestation particulière de l'énergie. Cette relation est au cœur de la compréhension moderne de l'univers. Elle permet d'expliquer comment, à partir d'un état apparemment vide de structure, sont nées toutes les formes de matière que nous observons aujourd'hui. Mais la question demeure, comment cette énergie primordiale a-t-elle émergé elle-même ? Les modèles actuels parlent d'un état initial qui dépasse nos moyens d'observation.
Certains évoquent une phase d'inflation rapide où l'espace s'est étendu à une vitesse inimaginable, emportant avec lui une énergie qui allait ensuite se transformer. D'autres hypothèses suggèrent des cycles d'expansion et de contraction, où chaque renaissance de l'univers libérerait une nouvelle vague d'énergie primordiale. Quelles que soient les hypothèses, elles cherchent toutes à expliquer comment cette énergie s'est retrouvée disponible pour donner naissance à la matière. Ce qui est certain, c'est que sans cette phase, rien de ce que nous connaissons n'existerait. L'énergie primordiale est la racine commune de toutes les particules, de tous les noyaux et de tous les atomes. Elle a, elle a fixé les conditions initiales qui allaient orienter la composition de l'univers pour toujours. Sa densité, sa répartition et sa transformation progressive expliquent de pourquoi nous vivons dans un cosmos dominé par l'hydrogène et l'hélium, et non par d'autres éléments. Cette prédominance est un héritage direct de ce moment où l'énergie s'est transformée en matière. L'un des aspects les plus fascinants de cette histoire est la symétrie apparente entre matière et antimatière. Les observations indiquent que l'énergie primordiale a produit les deux en quantité presque égale. Pourtant, notre univers visible est composé presque exclusivement de matière. Cela signifie qu'à un moment donné, une asymétrie minuscule mais décisive est intervenue. Cette différence a permis à la matière de dominer et d'échapper à l'anéantissement total. Cette asymétrie reste l'un des plus grands mystères de la recherche actuelle, car elle détermine littéralement pourquoi nous existons. Cette période de l'énergie primordiale n'était donc pas seulement un chaos désordonné, c'était aussi un moment de sélection, où les règles fondamentales de l'univers se sont imposées. Les forces naturelles ont commencé à se distinguer et à organiser le comportement de l'énergie. La gravité, l'interaction électromagnétique et les forces nucléaires sont devenues identifiables, chacune prenant une place spécifique dans l'évolution future de la matière. Ce découpage progressif des forces a permis à l'énergie de s'exprimer sous des formes variées, préparant la route vers la construction des atomes. En retraçant cette étape, on mesure à quel point notre existence dépend de conditions extrêmement précises. Si l'énergie primordiale avait été légèrement différente dans sa densité ou dans son équilibre, l'univers aurait pu évoluer d'une manière radicalement autre. Peut-être aucune particule stable n'aurait vu le jour, ou peut-être la matière aurait été détruite avant d'avoir une chance de s'assembler. L'univers tel que nous le connaissons est donc le produit d'un équilibre délicat qui s'est joué dès les premières fractions de seconde. Ce constat conduit à une réflexion vertigineuse. L'énergie que nous considérons aujourd'hui comme acquise, visible dans la lumière, dans la chaleur et dans les réactions qui animent l'univers, trouve son origine dans un état dont nous ne comprenons pas encore la cause ultime. L'énergie primordiale est une donnée brute, une condition initiale que nous ne pouvons pas encore expliquer pleinement. Elle représente à la fois la plus grande certitude et le plus grand mystère de la cosmologie. Et pourtant, malgré toutes ces inconnues, une chose demeure claire. C'est cette énergie primordiale qui a rendu possible l'apparition des premières particules durables, amorçant un processus de complexification qui ne s'est jamais arrêté. À partir de cette base, les noyaux ont fini par émerger, et plus tard les atomes complets. La simplicité extrême d'un océan d'énergie s'est transformée en une richesse infinie de structures. Ce passage du chaos à l'organisation est l'un des récits les plus puissants que la science puisse offrir. Mais une fois l'énergie primordiale convertie en particules durables, une nouvelle phase allait s'ouvrir. Ces particules devaient retrouver un moyen de s'assembler entre elles, de dépasser leur existence isolée pour former des noyaux capables de résister au temps. C'est cette transition entre les premiers constituants et les premiers assemblages qui marque la suite de l'histoire et qui donnera enfin naissance aux briques élémentaires de la matière visible. Lorsque l'énergie primordiale commença à se transformer, les premières particules stables firent leur apparition. Elles ne ressemblaient pas aux atomes que nous connaissons aujourd'hui, mais elles en constituaient déjà les ingrédients essentiels. Les protons, les neutrons et les électrons devinrent les protagonistes d'une histoire cosmique encore en pleine écriture. Leur existence marquait la fin d'un univers fait uniquement d'énergie, et le début d'un univers où la matière pouvait prendre forme. Pourtant, rien n'était encore acquis. Ces particules devaient survivre dans un environnement extrêmement hostile, où la chaleur et la densité rendaient ainsi chaque instant précaire. La première catégorie à se stabiliser fut constituée de particules chargées positivement et neutres que l'on peut considérer comme les briques des futurs noyaux. Les protons, porteurs d'une charge positive, et les neutrons, dépourvus de charge, commencèrent à se maintenir assez longtemps pour interagir les uns avec les autres.
Leur masse et leur stabilité relative leur donnaient un avantage dans un univers où la plupart des autres entités s'évanouissaient rapidement. Ces particules n'étaient pas encore liées en structure complexe, mais leur simple persistance représentait déjà une avancée décisive vers la construction de la matière. Les électrons, plus légers et porteurs d'une charge négative, occupaient intégralement l'espace. Ils ne pouvaient pas encore s'associer durablement aux protons car la température restait trop élevée. L'énergie environnante arrachait systématiquement tout début de liaison. Les électrons erraient donc librement dans ce milieu incandescent, en attente d'un futur où la baisse de température leur permettrait enfin de s'attacher au noyau pour former des atomes neutres. Mais leur présence était déjà essentielle, car sans eux, la structure atomique aurait été impossible. Ce qui rend cette étape fascinante est la diversité des particules qui existaient alors. Certaines étaient instables, comme les protons et les électrons, mais beaucoup d'autres étaient éphémères. Des particules exotiques apparaissaient dans les collisions, puis disparaissaient aussitôt. Elles ont peut-être laissé une influence subtile dans la composition actuelle de l'univers, mais elles ne font plus partie de notre monde ordinaire. Ainsi, dans cette soupe primordiale, un tri s'opérait déjà. Certaines particules gagnaient la course de la stabilité, d'autres s'effaçaient définitivement du tableau cosmique. Les protons et les neutrons avaient une autre particularité. Ils pouvaient même se transformer l'un dans l'autre dans certaines conditions. Ce va-et-vient entre deux états jouait un rôle clé dans l'équilibre des éléments futurs. Au moment où les conditions devinrent favorables à la formation des premiers noyaux, la proportion de protons par rapport aux neutrons allait déterminer combien d'hydrogène et combien d'hélium l'univers contiendrait. Ce rapport initial reste visible aujourd'hui dans la composition globale du cosmos, preuve que cette étape a laissé une empreinte durable. Il est important de comprendre que la formation des premières particules n'était pas un processus linéaire et tranquille. C'était une compétition constante contre un environnement hostile. Chaque particule qui parvenait à exister devait résister à une mer de collisions, de radiations et d'interactions. Beaucoup étaient détruites aussi vite qu'elles apparaissaient. Mais à mesure que l'univers poursuivait son expansion et son refroidissement, le nombre de particules capables de survivre augmentait. C'est ce processus de filtrage naturel qui a permis l'émergence d'un univers dominé par un petit nombre de particules stables. Les observations modernes nous confirment cette réalité. Les expériences en laboratoire montrent que les protons sont extrêmement stables, au point que leur durée de vie dépasse de loin l'âge actuel de l'univers. Les électrons, eux aussi, ne se désintègrent pas. Ces propriétés expliquent pourquoi ils ont survécu depuis les premiers instants. Les neutrons, en revanche, sont instables lorsqu'ils sont isolés, mais ils deviennent stables à l'intérieur d'un noyau. Ce détail est crucial, car sans cette possibilité, les noyaux d'hélium n'auraient jamais pu exister. Ainsi, chaque particule possédait une caractéristique unique qui allait déterminer sa place dans l'histoire cosmique. Cette étape n'était pas seulement une transition matérielle, c'était aussi une clarification des règles qui gouvernent l'univers. Les forces naturelles commencèrent à montrer leur rôle spécifique. Les protons et les électrons interagissaient par l'électromagnétisme, les protons et les neutrons par la force nucléaire forte, et tous étaient sensibles à la gravité, même si son influence était minime à cette échelle. Ces interactions donnaient un cadre à l'évolution future, un cadre qui permettait aux particules de se rassembler et d'aller vers une organisation de plus en plus complexe. Une question intrigue encore les chercheurs. Pourquoi ces particules et pas d'autres ? Pourquoi l'univers a-t-il retenu les protons, neutrons et électrons alors que tant d'autres entités se sont évanouies ? Ce choix naturel semble découler d'un équilibre subtil entre stabilité et interaction. Les particules qui ne pouvaient pas résister à la désintégration ont disparu, tandis que celles qui pouvaient se maintenir suffisamment longtemps ont bâti la base de toute la matière future. Cette sélection rappelle un processus de tri, comme si l'univers avait testé toutes les options avant de garder les plus viables. À travers les télescopes modernes, nous pouvons encore voir la trace de ces premiers instants. Le rayonnement fossile porte la signature de la répartition de ces particules. Les petites variations de densité observées dans cette lumière ancienne montrent comment les particules se sont distribuées dans l'espace naissant. Ces fluctuations minuscules ont servi de germes à la formation des structures ultérieures. Elles démontrent que même à une époque où seuls quelques types de particules existaient, l'univers contenait déjà en germe la diversité à venir. Il est frappant de penser que tout ce qui nous entoure aujourd'hui, des planètes aux êtres vivants, provient de cette poignée de particules initiales. Sans protons, neutrons et électrons, aucune chimie n'aurait été possible.
La complexité biologique, géologique ou technologique repose sur la combinaison de ces unités fondamentales. Leur apparition n'était donc pas un simple détail cosmologique, mais la condition de possibilité de toute forme d'existence. Ce moment des premières particules soulève enfin une interrogation plus profonde. Si elles sont nées d'une énergie primordiale, peut-on vraiment dire qu'elles sont apparues à partir de rien? Ou bien devons-nous considérer que ce rien était en réalité un état rempli de potentialités invisibles? Les particules qui se sont imposées témoignent que l'univers n'était pas un chaos aveugle, mais un système régi par des règles suffisamment précises pour produire une cohérence. C'est cette cohérence qui a permis la suite de l'histoire, la formation des premiers noyaux et, plus tard, des premiers atomes. Ainsi, les premières particules représentent le Veletidinetsantan, le véritable point de bascule entre un univers d'énergie pure et un univers de matière. Elles sont les pionnières qui ont ouvert la voie à tout ce qui allait suivre. Leur apparition marque le début tangible d'une organisation qui ne cessera de croître au fil du temps cosmique. Mais ces particules isolées n'étaient encore que des fragments. Pour devenir des atomes, elles devaient en franchir une nouvelle étape, celle où le chaos thermique allait peu à peu céder la place à des structures plus résistantes. Après l'apparition des premières particules stables, l'univers demeurait un environnement profondément hostile. La température atteignait encore des millions de degrés et cette chaleur empêchait tout assemblage durable. Chaque tentative de combinaison entre protons et électrons était aussitôt brisée par l'énergie environnante. Les particules se heurtaient à un océan de rayonnement intense et ce rayonnement arrachait sans cesse les électrons des noyaux naissants. C'était un état de chaos thermique, où la matière et l'énergie étaient intimement mélangées, incapables de se séparer clairement. Dans ce contexte, l'univers ressemblait à une mer incandescente, saturée de collisions. Les particules ne restaient jamais immobiles, chacune voyageant à des vitesses extraordinaires. Elles entraient en interaction constamment, échangeaient de l'énergie à chaque choc, mais aucune structure stable n'avait encore la possibilité d'apparaître. Ce désordre apparent était en réalité une étape nécessaire, car en se dilatant, l'univers perdait progressivement de la température et de la densité, et ce refroidissement progressif allait, tôt ou tard, permettre un nouvel équilibre. Mais avant d'atteindre ce seuil, l'univers devait traverser cette phase agitée et prolongée. Le chaos thermique est également l'époque où matière et rayonnement ne faisaient qu'un. Les photons, particules de lumière, n'étaient pas libres de circuler. Chaque fois qu'ils tentaient de parcourir une distance, ils étaient absorbés ou déviés par les électrons libres. Cela donnait un milieu opaque où la lumière ne pouvait voyager. C'est une différence majeure avec l'univers actuel, transparent à la lumière, où les photons peuvent donc voyager pendant des milliards d'années sans être arrêtés. Cette opacité explique pourquoi il est impossible d'observer directement les tout premiers instants. La lumière en était prisonnière. Ce n'était que plus tard, lorsque les électrons se lièrent au noyau, que l'univers devint transparent et que la lumière fossile fut libérée. Pendant ce temps, la dynamique des particules suivait les règles de la physique des hautes énergies. Les protons et les neutrons pouvaient parfois s'associer pour former des noyaux simples, mais ces noyaux étaient un peu fragiles et souvent brisés dans les instants qui suivaient. Les électrons, eux, restaient contraints à l'état libre, sans pouvoir s'attacher de manière durable. L'ensemble formait une soupe de matière et de rayonnement en équilibre précaire, où tout assemblage était éphémère. Ce qui dominait, c'était l'agitation thermique, un désordre imposé par la chaleur qui saturait encore tout l'espace. Cette phase de chaos thermique est essentielle car elle agit comme un filtre. Si l'univers avait refroidi trop rapidement, certaines étapes n'auraient pas eu le temps de se dérouler correctement. Si au contraire il avait refroidi trop lentement, les particules auraient eu davantage d'occasions de se détruire mutuellement. Le rythme du refroidissement devait être précis pour que les noyaux formés puissent un jour survivre. Ce rythme, imposé par l'expansion de l'espace, a été l'horloge qui a permis à la matière de se maintenir et de se préparer à la prochaine étape. Les chercheurs tentent de comprendre ce moment grâce à des simulations numériques. Ces modèles reproduisent un univers jeune, rempli de particules en agitation, et suivent leur évolution au fil du temps. Les résultats montrent que, malgré l'apparente confusion, il existe des régularités. Les densités locales varient légèrement, et ces variations expliquent pourquoi certaines régions finissent par concentrer un peu plus de matière que d'autres. Ces petites différences joueront un rôle décisif bien plus tard, lorsqu'elles guideront la formation des galaxies et des étoiles.
Mais à ce stade, elles restent noyées dans une mer de désordre thermique. Il est frappant de constater que la plupart des processus qui allaient former les éléments de base de la matière se jouaient déjà en arrière-plan de ce chaos. Les noyaux d'hydrogène et d'hélium avaient recommencé à apparaître, même si les électrons ne pouvaient pas encore s'y fixer. Ces noyaux survivaient dans une agitation constante, attendant simplement que la température baisse suffisamment pour permettre leur union avec les électrons. En d'autres termes, les briques fondamentales de la matière existaient point déjà, mais elles étaient encore séparées, retenues, prisonnières dans une phase où rien ne pouvait s'assembler durablement. Ce qui distingue cette étape des précédentes, c'est l'échelle de temps. Alors que la formation des premières particules stables s'était déroulée en un éclair, la phase de chaos thermique dura des centaines de milliers d'années. L'univers a donc passé une grande partie de sa jeunesse dans cet état où matière et lumière étaient indissociables. Cette longue durée permit au processus de se lisser, d'atteindre un équilibre global. C'est aussi ce temps prolongé qui permit aux futures structures d'avoir une base uniforme sur laquelle se développer. Sans cette longue période d'agitation thermique, l'univers aurait pu être trop irrégulier et la matière n'aurait pas pu s'organiser de manière cohérente. Un autre aspect important de ce chaos thermique est le rôle joué par les interactions constantes. Chaque collision entre particules n'était pas une simple rencontre aléatoire. Ces chocs permettaient des échanges d'énergie qui stabilisaient le milieu global. L'univers jeune n'était pas un espace figé, mais une véritable usine cosmique où des milliards de collisions par seconde entretenaient un équilibre dynamique. Cet équilibre donnait au plasma primordial ses propriétés collectives, comme une sorte de fluide homogène qui réagissait globalement aux variations de température et de densité. Cette image d'un fluide incandescent nous rappelle que les atomes ne pouvaient apparaître qu'à la fin de cette phase. Les électrons libres étaient maintenus à distance par l'agitation, mais lorsque la température atteignit enfin un seuil critique, ce désordre céda progressivement la place à l'ordre. Les électrons commencèrent alors à s'attacher au noyau, donnant naissance aux premiers atomes neutres. Ce moment, appelé recombinaison, fut la sortie définitive du chaos thermique. Mais sans la préparation lente de cette étape intermédiaire, cette recombinaison n'aurait pas été possible. On peut donc voir le chaos thermique non pas comme un obstacle, mais comme une transition indispensable. C'était le passage obligé entre l'énergie brute des débuts et la stabilité des atomes. En traversant cette phase, l'univers a gagné du temps pour établir des conditions favorables. Ce temps a permis au noyau de survivre malgré la violence ambiante et aux électrons de rester disponibles en attendant leur union future. L'ordre émergea lentement de ce désordre comme une conséquence naturelle du refroidissement progressif. Ce moment de l'histoire cosmique nous enseigne aussi une leçon plus large. L'organisation ne naît pas toujours dans le calme, mais parfois dans la turbulence. Ce que nous appelons chaos n'était pas stérile. Au contraire, il contenait en lui-même les germes de l'ordre à venir. L'agitation thermique, loin de détruire toute possibilité, préparait en silence les conditions nécessaires à la naissance des atomes. C'est cette continuité qui fait de l'histoire cosmique une progression logique, même si chaque étape peut sembler chaotique lorsqu'elle est considérée isolément. Lorsque l'univers sortit enfin de cette phase, il entra dans une ère radicalement différente. La lumière, jusque-là piégée, devint libre de voyager. Les électrons trouvèrent leur place autour des noyaux. Les premiers atomes véritables apparurent et l'univers devint transparent. Mais ce basculement n'aurait jamais été possible sans le long apprentissage imposé par le chaos thermique. C'est lui qui a forgé la stabilité nécessaire, c'est lui qui a permis à l'univers de franchir le seuil entre désordre incandescent et ordre matériel. L'univers jeune n'était pas seulement marqué par la chaleur et le désordre, il était surtout en expansion continue. Cette expansion rapide constitue l'un des aspects les plus étonnants de son histoire, car elle a déterminé le rythme de tout ce qui allait suivre. L'espace lui-même s'étendait et ce processus ne correspondait pas à une explosion classique qui propulse des fragments dans un vide préexistant. Il s'agissait d'un gonflement de l'espace dans toutes les directions, un élargissement qui augmentait les distances entre chaque particule sans qu'il y ait de centre privilégié. Cette expansion n'était pas uniforme à toutes les époques. Dans les premiers instants, elle fut incroyablement rapide, bien plus que tout ce que l'on observe aujourd'hui, et c'est cette phase initiale qui a permis d'établir les conditions propices à l'apparition des atomes. Le concept d'expansion rapide soulève une première conséquence fondamentale, la dilution de l'énergie et de la matière. Dans un univers extrêmement dense, chaque particule était prise dans un bain de collision incessante,
Mais à mesure que l'espace s'élargissait, la densité diminuait, les distances moyennes augmentaient et les interactions devenaient moins fréquentes. Ce phénomène n'a pas conduit à un univers désertique, mais à un équilibre nouveau. La baisse de la densité a permis la stabilisation progressive des noyaux, car ils n'étaient plus immédiatement brisés par un trop grand nombre de chocs. Autrement dit, c'est grâce à l'expansion que les conditions destructrices du chaos thermique ont fini par s'adoucir. Cette expansion a eu un autre effet tout aussi crucial, la baisse de température. Lorsque l'espace s'étire, l'énergie qui s'y trouve se répartit sur un volume plus grand. Cela entraîne un refroidissement naturel, comparable à celui d'un gaz, qui se détend dans un récipient plus large. Dans le cas de l'univers, ce refroidissement s'est produit à une échelle gigantesque, et il a permis d'atteindre progressivement des seuils où de nouvelles étapes devenaient impossibles. Tant que la température restait trop élevée, aucun atome ne pouvait exister. Mais chaque fraction d'augmentation de l'espace correspondait à une baisse de température, rapprochant un peu plus l'univers de la possibilité d'abriter une matière stable. L'expansion rapide n'a pas seulement influencé la température et la densité, elle a aussi façonné la répartition de la matière. Les minuscules fluctuations présentes dans la soupe primordiale ont été amplifiées par ce processus. Certaines régions contenaient légèrement plus de particules que d'autres, et l'expansion a accentué ces différences en les inscrivant dans la structure même de l'espace. Ces variations, bien que minuscules, ont servi de graines pour la formation ultérieure des galaxies, des étoiles et des planètes. Ainsi, l'expansion rapide a non seulement permis la stabilisation des particules, mais elle a aussi préparé l'univers à devenir un lieu diversifié et structuré. Cette compréhension est confirmée par l'étude du rayonnement fossile. La carte de ce rayonnement montre des variations infimes de température qui reflètent directement les fluctuations de densité présentes à l'époque où la lumière a été libérée. Sans l'expansion rapide, ces fluctuations auraient été écrasées ou homogénéisées et l'univers serait aujourd'hui beaucoup plus uniforme. Il n'y aurait pas de galaxies ni de planètes, seulement une mer monotone de matière. C'est donc l'expansion qui a permis la diversité cosmique, en amplifiant les différences initiales et en leur donnant une importance durable. Un autre aspect fascinant de l'expansion est sa vitesse initiale. Les chercheurs ont montré que dans ces toutes premières fractions de seconde, l'univers s'est élargi d'un facteur inimaginable. Cette phase d'expansion fulgurante a rendu l'univers observable aujourd'hui étonnamment homogène à grande échelle. Peu importe la direction vers laquelle on observe, la composition est pratiquement la même. Cette homogénéité est l'héritage direct de l'expansion rapide qui a nivelé les irrégularités à grande échelle tout en laissant survivre de petites fluctuations locales. C'est un équilibre subtil entre uniformité globale et diversité locale qui explique la structure actuelle du cosmos. L'expansion rapide a aussi eu une conséquence décisive sur la relation entre matière et rayonnement. Au départ, les photons étaient piégés dans un océan d'électrons libres, incapables de parcourir de grandes distances. Mais à mesure que l'espace grandissait et que la densité diminuait, les électrons commencèrent à se regrouper autour des noyaux. Ce processus, qui eut lieu beaucoup plus tard, marque le passage de l'univers opaque à un univers transparent. Sans l'expansion préalable, ce basculement n'aurait jamais été possible. L'histoire de la lumière est donc inséparable de l'histoire de l'expansion. En réfléchissant à cette période, on comprend que l'expansion rapide n'était pas simplement un arrière-plan neutre. Elle jouait un rôle actif, dictant le rythme de chaque transformation. Les noyaux n'auraient pas pu apparaître sans la baisse de densité, les atomes n'auraient pas pu se former sans le refroidissement, et les structures n'auraient pas émergé sans l'amplification des fluctuations. L'expansion était le moteur silencieux de l'évolution cosmique. Elle fixait le cadre dans lequel les lois de la physique pouvaient s'exprimer et produire de la complexité. Ce moteur ne s'est pas arrêté après les premiers instants. L'expansion se poursuit encore aujourd'hui, et elle continue de modeler le destin de l'univers. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, preuve que l'espace continue de s'élargir. Mais ce que nous observons actuellement est une expansion plus lente que celle des origines. L'histoire cosmique peut être vue comme une succession de rythmes, une phase initiale fulgurante, suivie d'une expansion progressive, et aujourd'hui une accélération mystérieuse attribuée à ce que l'on appelle énergie sombre. Cette continuité rappelle que l'expansion est une caractéristique permanente de l'univers, une donnée fondamentale de son existence. Si l'on revient au moment de la formation des atomes, il devient clair que sans expansion rapide, tout aurait échoué.
Dans un univers statique, les particules seraient restées prisonnières d'un milieu trop chaud et trop dense. Les noyaux auraient été détruits avant de pouvoir se multiplier et les électrons n'auraient donc jamais pu se fixer. L'expansion a donc joué le rôle de libérateur, offrant un espace et un temps suffisants pour que la matière se développe. Elle a transformé un univers de contraintes en un univers de possibilités. Mais cette compréhension soulève une question encore plus profonde. Pourquoi l'expansion s'est-elle produite à ce rythme précis ? Les chercheurs savent que si la vitesse avait été légèrement différente, le destin de l'univers aurait changé radicalement. Une expansion trop rapide aurait dispersé la matière au point de l'empêcher de s'assembler. Une expansion trop lente aurait provoqué un effondrement prématuré. L'équilibre que nous observons est le résultat d'un ajustement extrêmement fin. Cette précision nourrit encore aujourd'hui des débats intenses sur l'origine même de l'expansion rapide et sur les lois qui l'ont régulée. En étudiant cette phase, les scientifiques comprennent mieux pourquoi les atomes dominent encore la composition de l'univers. L'hydrogène et l'hélium, produits en abondance, se sont maintenus grâce aux conditions offertes par l'expansion. Ces éléments légers représentent la mémoire la plus ancienne de la matière. Leur existence et leur proportion actuelle témoignent que l'expansion a joué son rôle avec une rigueur implacable. Ce constat renforce l'idée que la dynamique cosmique n'est pas aléatoire, mais guidée par des principes universels. Ainsi, l'expansion rapide apparaît comme un moment fondateur. Elle n'a pas seulement créé de l'espace, elle a aussi défini le cadre des transformations futures. Chaque atome qui existe aujourd'hui porte en lui la trace de cette dilatation originelle. Chaque galaxie, chaque étoile et chaque planète doit son existence à cette phase où l'espace s'est élargi à une vitesse prodigieuse. L'univers n'est pas seulement un assemblage de matière, il est aussi un récit de croissance, inscrit dès ses premiers instants. Mais une fois cette expansion posée, une nouvelle question s'impose. Si l'espace a offert les conditions nécessaires, qu'en est-il des forces qui agissent à l'intérieur de la matière ? Comment les particules S, au cœur de la formation de la matière, une force particulière s'impose comme la clé de voûte, l'interaction forte. Sans elle, aucune structure nucléaire n'aurait pu se maintenir et les noyaux n'auraient jamais vu le jour. Cette force agit à l'échelle la plus intime de la matière, là où protons et neutrons se rencontrent. Non. Elle n'est pas perceptible dans notre vie quotidienne, mais son rôle est décisif, car c'est elle qui scelle ensemble les constituants du noyau. Comprendre l'interaction forte, c'est comprendre pourquoi les atomes existent encore aujourd'hui et pourquoi l'univers a pu dépasser l'état d'un simple mélange de particules isolées. Contrairement aux forces que nous expérimentons dans la vie courante, comme la gravité ou l'électromagnétisme, l'interaction forte ne se manifeste que sur des distances extrêmement réduites. Elle agit uniquement à l'intérieur des noyaux, mais avec une intensité prodigieuse. Sa puissance est telle qu'elle parvient à compenser la répulsion naturelle entre les protons, tous chargés positivement et donc enclins à se repousser. Sans ce contrepoids, aucun noyau contenant plus d'un proton ne pourrait exister. L'hydrogène serait la seule forme de matière stable, et l'univers ne connaîtrait ni étoiles, ni planètes, ni vie. Le simple fait que nous soyons entourés d'une diversité d'éléments est la preuve directe que cette force agit depuis les premiers instants cosmiques. Dans l'univers jeune, quand les protons et les neutrons commencèrent à apparaître, l'interaction forte joua immédiatement son rôle. Dès qu'ils s'approchaient suffisamment, cette force les liait entre eux en noyaux simples. Ce processus se produisait dans un environnement encore brûlant et dense, ce qui signifiait que les noyaux formés étaient sans cesse menacés de destruction par les collisions environnantes. Mais à mesure que l'expansion diluait la matière, les noyaux qui survivaient devenaient plus nombreux. L'interaction forte offrait une stabilité nouvelle à un univers jusque-là dominé par la dispersion et le chaos. Cette force est aussi responsable d'un équilibre subtil entre protons et neutrons. Les noyaux d'hélium, par exemple, ne pouvaient exister que si des neutrons étaient indisponibles en quantité suffisante pour se combiner avec les protons. L'interaction forte assurait cette cohésion, créant des noyaux de 2 protons et 2 neutrons remarquablement stables. Ces noyaux d'hélium devinrent un pilier de la matière naissante. Sans eux, l'univers aurait été réduit à un océan d'hydrogène sans diversité. Le rôle de l'interaction forte est donc double. Elle rend possible l'existence de noyaux variés et elle garantit leur résistance dans un environnement hostile. L'étude de cette force à travers les expériences modernes confirme sa singularité. Les chercheurs savent qu'elle ne diminue pas de manière progressive avec la distance, comme la gravité ou l'électromagnétisme.
Au contraire, elle agit presque exclusivement à des distances extrêmement courtes, mais y déploie une puissance colossale. Cette caractéristique explique pourquoi elle est capable de maintenir ensemble des particules qui, autrement, se repousseraient violemment. C'est une sorte de colle nucléaire, invisible mais indispensable, qui façonne le cœur même de la matière. Dans la histoire cosmique, l'intervention de l'interaction forte peut être vue comme le premier pas vers la complexité. Jusque-là, l'univers n'était peuplé que de particules isolées, errant sans lien durable. Grâce à cette force, des structures commencèrent à exister, même si elles restaient encore simples. Ces noyaux de base furent les ancêtres de toute la diversité chimique à venir. Le passage de la particule isolée au noyau collectif est l'une des transitions les plus marquantes de l'histoire de l'univers, et elle doit tout à l'interaction forte. Il est fascinant de noter que cette force n'agit pas seulement sur les protons et les neutrons, mais aussi sur leurs constituants encore plus fondamentaux. Ces derniers, invisibles à l'œil nu et à la plupart des instruments, sont confinés à l'intérieur des particules par cette même interaction. En d'autres termes, l'interaction forte ne se contente pas d'assembler les noyaux, elle retient aussi les éléments les plus élémentaires qui composent les protons et les neutrons. Elle agit donc à plusieurs niveaux de la structure de la matière, garantissant sa cohésion depuis les échelles les plus profondes jusqu'aux noyaux qui constituent les atomes. Mais cette puissance soulève aussi une interrogation. Pourquoi l'interaction forte a-t-elle exactement cette intensité, ni plus ni moins? Si elle avait été légèrement plus faible, les noyaux n'auraient pas pu se maintenir et l'univers n'aurait connu que l'hydrogène. Si elle avait été légèrement plus forte, les protons et les neutrons auraient été tellement liés que la diversité des éléments aurait été compromise. Cette précision apparente dans l'intensité de la force est un sujet qui continue de nourrir les débats scientifiques. Elle semble suggérer que l'équilibre de l'univers repose sur des paramètres très finement ajustés. Les astrophysiciens observent encore aujourd'hui les conséquences de cette force dans le cœur des étoiles. C'est elle qui permet au noyau d'hydrogène de fusionner et de donner naissance à l'hélium, libérant l'énergie qui alimente la lumière des étoiles. L'interaction forte ne s'est donc pas limitée aux premiers instants de l'univers. Elle est restée le moteur silencieux de la fusion nucléaire, processus qui continue de fabriquer de nouveaux éléments au fil des âges. Sans elle, les étoiles n'auraient donc jamais pu briller et enrichir l'univers en matière complexe. Cette continuité montre que l'histoire de l'univers n'est pas une série d'événements isolés, mais une progression où chaque force joue un rôle durable. L'interaction forte, née dans le tumulte des premiers instants, agit encore aujourd'hui dans chaque atome et dans chaque étoile. Elle est la preuve vivante que les lois établies au début continuent de façonner le présent. Chaque respiration que nous prenons, chaque objet que nous touchons, dépend de cette force invisible qui retient ensemble les noyaux des atomes. Lorsque l'on retrace le parcours des atomes, il devient évident que leur existence repose sur ce pilier. Les noyaux d'hydrogène et d'hélium formés dans l'univers primordial sont encore là, des milliards d'années plus tard, inchangés. Leur stabilité, garantie par l'interaction forte, en fait les témoins les plus anciens de l'histoire cosmique. Ces noyaux fossiles constituent en même temps la majorité de la matière visible, et ils rappellent que l'univers s'est construit sur une base simple mais solide. Cependant, l'interaction forte ne peut pas expliquer à elle seule l'histoire complète des atomes. Elle scelle les noyaux, mais pour que des atomes entiers existent, il fallait que les électrons trouvent un jour leur place autour de ces noyaux. C'est une autre force, l'interaction électromagnétique, qui allait permettre cette étape cruciale. L'histoire de l'univers est donc une chorégraphie entre forces différentes, chacune intervenant au moment précis où les conditions le permettaient. Après l'action décisive de l'interaction forte, le relais allait passer à d'autres mécanismes, ouvrant la voie à la véritable naissance des atomes. L'histoire de la matière visible prend un tournant décisif avec l'apparition de l'hydrogène, l'élément le plus simple et le plus abondant de l'univers. Lorsque les premiers noyaux se sont formés grâce à l'action de l'interaction forte, une majorité d'entre eux étaient constitués d'un seul proton. Ces noyaux isolés, stables et extrêmement résistants sont devenus la base de l'hydrogène. C'est de cet élément que découlent non seulement la plupart des atomes présents dans le cosmos, mais aussi les étoiles, les planètes et même la chimie de la vie. L'hydrogène est ainsi l'héritage direct du jeune univers et la mémoire la plus ancienne que nous portons en nous. Ce qui distingue l'hydrogène, c'est sa simplicité. Un proton au centre et, lorsqu'il devient un atome complet, un électron qui gravite autour. Cette configuration minimale lui confère une stabilité exceptionnelle. Dans le chaos thermique des débuts,
Alors que beaucoup d'assemblages plus complexes étaient en détruits aussitôt qu'ils se formaient, l'hydrogène résistait. Il était l'atome capable de survivre à un environnement extrême, ce qui explique pourquoi il s'est imposé comme l'élément dominant. Aujourd'hui encore, environ trois quarts de la matière visible de l'univers est composée d'hydrogène, preuve que sa formation initiale a marqué profondément le destin cosmique. La présence massive d'hydrogène a façonné la suite de l'histoire cosmique. Dans les régions où la densité de matière était légèrement plus élevée, les atomes d'hydrogène commencèrent à se rassembler sous l'effet de la gravité. Peu à peu, ces regroupements formèrent d'entiers nuages immenses qui allaient en devenir les premières étoiles. Sans hydrogène, aucune étoile n'aurait pu s'allumer. L'énergie libérée par la fusion de l'hydrogène en hélium est la source de la lumière et de la chaleur qui entretiennent les étoiles. Chaque rayon de soleil que nous recevons aujourd'hui est le résultat direct de cette abondance initiale. L'hydrogène n'est donc pas seulement un vestige du passé, il continue d'alimenter le présent. Mais la simplicité de l'hydrogène ne doit pas masquer son importance dans la complexité. Bien qu'il soit composé d'une seule particule centrale, il peut interagir avec une multitude d'autres atomes pour former des molécules. L'eau, qui est indispensable à la vie telle que nous la connaissons, n'existerait pas sans l'hydrogène. Les molécules organiques, qui contiennent toutes des liaisons entre hydrogène et carbone, doivent leur stabilité à cet élément. Autrement dit, le Schwarzschild est la chimie complexe qui a conduit à la biologie repose sur un atome qui est né dans les premières minutes de l'univers. Les astronomes observent encore aujourd'hui la signature de cet hydrogène originel à travers tout le cosmos. Dans les galaxies lointaines, les nuages d'hydrogène apparaissent comme des voiles invisibles mais détectables grâce à leurs émissions caractéristiques. Ces signaux permettent doctrinalement de cartographier la répartition de la matière dans l'espace. Ils révèlent que l'hydrogène a joué un rôle central dans la structuration de l'univers à grande échelle. Les filaments cosmiques, ces immenses réseaux de matière qui relient les galaxies entre elles, sont composés en grande partie d'hydrogène. Ainsi, cet atome simple est devenu l'architecte de l'univers visible. Un aspect intrigant de l'hydrogène est qu'il a existé en plusieurs formes dès les origines. La forme la plus simple, composée d'un proton seul, est la plus abondante. Mais il existe aussi des isotopes où le noyau inclut un neutron en plus, formant ce que l'on appelle le deutérium. Ce deutérium est beaucoup plus rare, mais il joue un rôle crucial dans la compréhension de l'histoire cosmique. Sa proportion dans l'univers est une preuve directe des conditions qui régnaient lors de la nucléosynthèse primordiale. Les mesures actuelles de son abondance confirment que nos modèles de l'univers jeune sont justes, en accord avec ce que prédisent les observations du rayonnement fossile. Il est fascinant de penser que chaque atome d'hydrogène que nous rencontrons aujourd'hui, dans l'eau que nous buvons ou dans l'air que nous respirons, est un témoin des premiers instants de l'univers. Ces atomes n'ont pas été fabriqués plus tard par les étoiles. Ils sont nés directement des conditions primordiales et ils ont survécu sans changement pendant près de 14 milliards d'années. Ce sont littéralement les plus vieux fragments de matière qui nous entourent. Ils constituent un lien tangible entre notre vie quotidienne et le moment où l'univers commençait à se refroidir. La permanence de l'hydrogène pose aussi une question philosophique. Pourquoi l'univers a-t-il produit un élément si simple en abondance plutôt que des formes plus complexes dès le départ ? La réponse réside dans les lois de la stabilité. L'hydrogène, avec sa structure minimale, était le plus capable de résister aux conditions extrêmes. Les autres noyaux, plus lourds, étaient beaucoup plus fragiles et souvent détruits aussitôt formés. Seul l'hydrogène et dans une moindre mesure l'hélium pouvaient en survivre à long terme. Ce choix naturel a orienté toute l'histoire future, car la complexité n'a pu apparaître que plus tard, à l'intérieur des étoiles, une fois les conditions devenues plus favorables. Il est intéressant de noter que cette abondance d'hydrogène n'est pas uniforme partout. Dans certaines régions de l'univers, les conditions locales ont conduit à une concentration plus forte, formant des nuages denses. Ces différences régionales expliquent pourquoi certaines zones ont donné naissance à des galaxies, tandis que d'autres sont restées plus vides. L'hydrogène n'a donc pas seulement servi de matière première, il a aussi influencé la géographie cosmique. Les grands vides intergalactiques sont pauvres en hydrogène, tandis que les régions où il s'est concentré brillent aujourd'hui sous la forme d'amas de galaxies. L'importance de l'hydrogène ne se limite pas à la cosmologie ou à la chimie. Il est aussi au centre de nombreuses technologies modernes. Sur Terre, il est étudié comme une source d'énergie potentielle, car sa fusion pourrait reproduire ce qui se produit dans les étoiles et fournir une énergie propre et abondante.
Cette recherche illustre à quel point un atome né dans le chaos primordial peut encore avoir un rôle décisif dans l'avenir de l'humanité. L'hydrogène est un trait d'union entre le passé le plus ancien et l'avenir le plus lointain. En retraçant son origine, on comprend que l'hydrogène est plus qu'un simple élément chimique. Il est le fil conducteur qui relie l'apparition des particules, la naissance des étoiles, la formation des planètes et l'émergence de la vie. Sa simplicité apparente cache une richesse infinie de possibilités. L'univers n'aurait pas eu besoin de produire des atomes complexes dès le départ, car il avait déjà, avec l'hydrogène, tout ce qu'il fallait pour générer la complexité plus tard. C'est cette stratégie de simplicité initiale suivie d'une lente complexification qui explique pourquoi l'histoire cosmique a été possible. Mais l'hydrogène ne raconte qu'une partie de l'histoire. L'univers n'a pas seulement produit cet atome léger. En parallèle, un autre élément crucial fit son apparition, l'hélium. Sa proportion, bien que plus réduite, a été tout aussi déterminante. L'hélium apportait une diversité supplémentaire et préparait le terrain à une chimie plus riche. La transition entre l'hydrogène originel et l'hélium primordial constitue la prochaine étape du récit, car elle explique comment l'univers a dépassé la simplicité pour commencer à construire une véritable variété d'éléments. Après l'hydrogène, l'hélium fut le deuxième grand acteur de l'histoire cosmique. Sa formation remonte aux toutes premières minutes de l'univers, dans un contexte où les conditions permettaient à quelques noyaux plus complexes de se stabiliser. L'hélium était plus lourd que l'hydrogène et plus sophistiqué dans sa structure, mais il a réussi à émerger malgré un environnement encore hostile. Sa présence n'est pas anecdotique. Il représente environ un quart de toute la matière visible et constitue une étape clé dans la marche vers la diversité des éléments. Sans hélium, l'univers serait resté beaucoup plus pauvre, limité à la simplicité de l'hydrogène. L'hélium possède une stabilité remarquable, car son noyau associe 2 protons et 2 neutrons. Cette combinaison lui confère une symétrie particulière qui le rend très difficile à briser. Dès que les protons et les neutrons commencèrent à interagir grâce à l'interaction forte, certains s'assemblèrent de cette manière pour former des noyaux d'hélium. Dans le tumulte du chaos thermique, ces noyaux avaient une chance réelle de survivre, contrairement à des assemblages plus complexes qui étaient immédiatement détruits. L'hélium naquit donc comme une exception stable dans un océan d'instabilité. Ce qui est assez frappant, c'est la rapidité avec laquelle cet élément est apparu. En seulement quelques minutes après le début de l'expansion, les noyaux d'hélium étaient déjà présents. À l'échelle cosmique, c'est une fraction infime du temps, mais elle a suffi pour produire une abondance durable. Les astrophysiciens estiment que environ un quart de la matière baryonique de l'univers est constituée d'hélium depuis cette époque et que cette proportion n'a presque pas changé depuis. Autrement dit, l'hélium que nous trouvons aujourd'hui dans les étoiles ou dans l'atmosphère de certaines planètes est le même que celui qui s'est formé dans les premiers instants du cosmos. L'hélium joue un rôle déterminant dans l'équilibre de l'univers. Avec l'hydrogène, il forme le duo qui compose la quasi-totalité de la matière visible. Cette répartition fixe les conditions de la formation des étoiles. Les nuages cosmiques qui se sont effondrés pour donner naissance aux premières étoiles contenaient toujours ce mélange d'hydrogène et d'hélium. La proportion entre les deux éléments a dicté la manière dont ces étoiles ont évolué, leur durée de vie, leur luminosité et leur capacité à produire des éléments plus lourds. Sans hélium, les étoiles n'auraient même pas eu la même dynamique et la chimie du cosmos aurait été radicalement différente. L'étude moderne de l'hélium primordial confirme ces scénarios. Les observations de galaxies très anciennes montrent que la proportion d'hélium reste constante, en accord avec les prédictions de la nucléosynthèse primordiale. Ces résultats sont considérés comme l'une des grandes réussites de la cosmologie moderne, car ils démontrent que nos modèles de l'univers jeune sont capables de prévoir la composition chimique actuelle avec une grande précision. L'hélium est donc une preuve tangible que nous comprenons bien ce qui s'est passé dans les premières minutes. Mais l'hélium n'est pas seulement un vestige du passé. Il continue de jouer un rôle actif dans l'évolution cosmique. Au cœur des étoiles, l'hydrogène fusionne pour former de l'hélium, libérant l'énergie qui alimente la lumière stellaire. Ce processus est à la fois une confirmation et une prolongation de ce qui s'est produit dans l'univers primordial. L'hélium se trouve donc au croisement des 2 grandes phases de l'histoire cosmique. Il est né dans la genèse de l'univers et il continue de se former dans les étoiles, des milliards d'années plus tard. Sa présence relie directement le passé le plus ancien au présent le plus actuel. Cette dualité entre hélium primordial et hélium stellaire intrigue les chercheurs.
Elle montre que certains éléments ne dépendent pas uniquement de la vie des étoiles, mais qu'ils étaient déjà là avant même que la première étoile ne s'allume. Cela signifie que la chimie de base de l'univers ne doit pas tout au processus interne des astres. Une partie était déjà inscrite dans la matière dès ses premiers instants. L'hélium incarne cette continuité, démontrant que la complexité ne s'est pas construite uniquement au fil du temps, mais qu'elle était déjà en germe dans l'aube cosmique. Une autre facette fascinante de l'hélium est son rôle dans les indices cosmologiques. Sa proportion mesurée dans l'univers permet de vérifier la cohérence des modèles sur la densité et la température des débuts. Si la quantité d'hélium observée avait été différente, cela aurait remis en question tout le récit de la nucléosynthèse primordiale. Mais les mesures concordent presque parfaitement avec les prédictions. Ce succès a renforcé la confiance des chercheurs dans leur capacité à reconstruire un passé aussi lointain. L'hélium, par son existence et sa proportion, est devenu une balise qui valide notre compréhension des origines. L'hélium se distingue aussi par sa nature stable et inerte dans la chimie moderne. Sur Terre, il n'interagit presque pas avec les autres éléments et ne forme pas de molécules complexes. Mais ce caractère inerte ne diminue en rien son importance cosmique. Au contraire, c'est justement sa stabilité qui en fait un élément essentiel. Dans les premiers instants de l'univers, cette stabilité signifiait survie. Là où d'autres assemblages s'effondraient sous la chaleur, l'hélium demeurait intact. C'est cette endurance qui lui a permis de traverser les milliards d'années et de rester présent en abondance encore aujourd'hui. Le fait que l'univers contienne à la fois de l'hydrogène et de l'hélium dans des proportions bien définies a eu des conséquences directes sur la manière dont les galaxies se sont formées. Les nuages de gaz composés de ce mélange se sont effondrés sous l'effet de la gravité pour donner naissance aux premières étoiles. Ces étoiles, elles-mêmes alimentées par la fusion de l'hydrogène en hélium, ont ensuite généré de la lumière, de la chaleur et des éléments plus lourds. Tout ce cycle repose sur la présence initiale de l'hélium. Sans lui, l'évolution stellaire aurait suivi une trajectoire bien plus limitée. En pensant à l'hélium primordial, il est tentant de le voir comme une étape intermédiaire, coincée entre la simplicité de l'hydrogène et la richesse des éléments plus lourds. Mais en réalité, il est bien plus que cela. L'hélium est le premier signe que l'univers pouvait aller au-delà de l'atome le plus simple. Il représente la première diversification de la matière, la première fois que la complexité a fait son apparition. Cette diversité, même limitée, était déjà une promesse de ce qui allait de suivre, la construction de carbone, d'oxygène et de toute la chimie de la vie. Mais cette abondance d'hélium pose aussi des questions. Pourquoi précisément ce rapport d'environ un quart ? Pourquoi pas plus ? Pourquoi pas moins ? Les modèles montrent que ce résultat dépend d'un équilibre très précis entre la densité de matière, la vitesse d'expansion et les interactions entre protons et neutrons. Le fait que cet équilibre ait conduit à une proportion si stable d'hélium est un rappel de la finesse des conditions initiales. Il suffit d'un léger changement dans l'un de ces paramètres pour que l'univers n'ait pas du tout la même composition. Cette précision interroge encore les scientifiques, car elle semble indiquer un réglage délicat dès les débuts. Aujourd'hui, l'hélium reste un outil essentiel pour comprendre le cosmos. En observant les galaxies lointaines, les chercheurs mesurent sa proportion et la comparent aux prédictions des modèles. Chaque confirmation renforce l'idée que notre univers est compréhensible, que son histoire peut être reconstruite malgré les milliards d'années écoulées. L'hélium, qui semble discret dans notre quotidien, devient alors l'un des témoins les plus éloquents du passé. L'hydrogène et l'hélium forment donc ensemble la base de la matière. Mais il manquait encore une pièce au puzzle, les traces d'autres éléments légers qui auraient pu se former dans les premiers instants. Parmi eux, le lithium occupe une place particulière. Beaucoup plus rare, il soulève des questions qui ne sont pas encore totalement résolues. Ce manque de lithium reste une énigme, un défi lancé aux chercheurs pour affiner encore leur compréhension de la nucléosynthèse primordiale. C'est cette zone d'ombre qui ouvre le prochain chapitre de l'histoire cosmique. Après l'hydrogène et l'hélium, l'univers primordial aurait dû contenir un troisième élément léger, le lithium. Les modèles théoriques concernant qui décrivent la nucléosynthèse des premiers instants prédisent qu'une petite quantité de ce métal devait être produite en même temps que les autres noyaux simples. Pourtant, lorsque les chercheurs observent le cosmos et mesurent les abondances, ils constatent un écart frappant. Le lithium est bien présent, mais en quantité beaucoup plus faible que ce que prévoient les calculs. Cette différence, appelée le problème du lithium, est l'une des grandes énigmes de la cosmologie moderne.
Le lithium primordial devait se former dans les mêmes conditions que l'hydrogène et l'hélium, mais en proportion très réduite. Les estimations indiquent que pour chaque milliard d'atomes d'hydrogène, il ne devait exister qu'un seul atome de lithium. Ce chiffre minuscule correspond à une trace infime, mais il est néanmoins mesurable. Or, lorsqu'on observe les étoiles anciennes, qui devraient en contenir le lithium fossile produit au début de l'univers, on découvre que la proportion est environ 3 fois plus faible que prévu. Cet écart est suffisamment important pour remettre en question certains aspects de nos modèles cosmologiques. Les observations des étoiles les plus âgées, notamment celles situées dans la halo de notre galaxie, ont été cruciales pour détecter cette anomalie. Ces étoiles sont considérées comme des reliques du passé, car elles n'ont pas été enrichies par plusieurs générations d'explosions stellaires. Leur composition chimique reflète directement celle de l'univers peu après sa naissance. Pourtant, même dans ces étoiles dites pauvres en métaux, le lithium observé ne correspond pas aux prédictions. C'est comme si une partie du lithium attendu avait disparu ou n'avait jamais été formée. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ce manque. L'une des idées est que le lithium aurait été détruit au cœur des étoiles. En effet, ce noyau léger est beaucoup plus fragile que l'hélium ou l'hydrogène, et il peut être facilement brisé par les réactions nucléaires internes. Ainsi, les étoiles anciennes pourraient avoir consumé une partie du lithium qui se trouvait en elles. Toutefois, cette explication ne suffit pas à résoudre complètement le problème, car elle n'explique pas pourquoi la différence est si uniforme dans toutes les observations. Une autre piste explore la possibilité que nos modèles de la nucléosynthèse primordiale soient incomplets. Peut-être qu'au moment où le lithium devait se former, certaines réactions subtiles ont limité sa production. Ces réactions pourraient impliquer des particules que nous connaissons mal, ou des processus encore inconnus dans la physique actuelle. Cette hypothèse relie le problème du lithium à des questions plus vastes sur les lois fondamentales de la nature. Le lithium manquant pourrait être un signe que nous ne comprenons pas totalement les interactions à l'œuvre dans les premiers instants de l'univers. Certains chercheurs ont également envisagé que le lithium ait pu être dilué ou transformé dans les nuages interstellaires avant la formation des étoiles. Les environnements cosmiques sont dynamiques, et les atomes peuvent être dispersés, ionisés ou capturés dans des réactions complexes. Le lithium, en tant qu'élément fragile, aurait pu être plus affecté que d'autres par ces conditions. Pourtant, cette explication reste difficile à vérifier, car elle nécessiterait un mécanisme global et uniforme pour expliquer la rareté observée partout dans le cosmos. Ce qui rend le problème du lithium particulièrement fascinant est qu'il survient alors que les autres prédictions de la nucléosynthèse primordiale correspondent remarquablement bien aux observations. L'hydrogène et l'hélium apparaissent dans les proportions exactes attendues. Même le deutérium, isotope rare de l'hydrogène, correspond au modèle, avec une précision étonnante. Seul le lithium échappe à cette cohérence. Cette singularité en fait une sorte de grain de sable dans l'édifice de la cosmologie, une anomalie persistante que les chercheurs s'efforcent de résoudre depuis plusieurs décennies. L'étude du lithium primordial est aussi importante parce qu'elle agit comme une balise pour mesurer la densité de matière dans l'univers. Si nous comprenons mal sa formation, alors nos calculs sur la quantité totale de matière baryonique pourraient être biaisés. Cela aurait des conséquences sur l'ensemble des modèles cosmologiques, y compris sur la manière dont nous comprenons la matière noire et l'énergie sombre. Autrement dit, résoudre le problème du lithium ne concerne pas seulement un détail chimique, mais potentiellement la structure globale de notre compréhension du cosmos. Des campagnes d'observation sont encore menées aujourd'hui pour affiner les mesures. Les télescopes modernes scrutent les étoiles les plus anciennes et les galaxies les plus lointaines pour chercher des indices supplémentaires. Certains chercheurs espèrent que de nouvelles générations d'instruments permettront de détecter du lithium dans des environnements encore plus primitifs, proches de l'époque où il s'est formé. Chaque nouvelle donnée est une pièce du puzzle qui pourrait rapprocher la science d'une solution. Le problème du lithium illustre parfaitement la dynamique de la recherche scientifique. Même quand un modèle fonctionne presque parfaitement, une petite divergence peut suffire à remettre en cause nos certitudes. Cette anomalie rappelle que la science avance souvent grâce à ces énigmes. L'absence de lithium conforme aux prévisions n'est pas seulement une difficulté, c'est aussi une opportunité. Elle pourrait ouvrir la porte à de nouvelles découvertes sur la physique des particules, sur l'évolution des étoiles ou sur la dynamique de l'univers primordial. Ce paradoxe suscite aussi une réflexion plus philosophique. L'univers, qui semble si cohérent dans sa construction, présente parfois des détails qui échappent à notre compréhension.
Ces détails sont peut-être des indices que notre vision est encore trop limitée. Le lithium manquant pourrait être la trace d'un aspect du cosmos que nous n'avons pas encore découvert. En ce sens, cette énigme rappelle que l'histoire des atomes n'est pas seulement un récit du passé, mais une quête encore en cours. En attendant une solution définitive, les chercheurs continuent d'intégrer le problème du lithium dans leurs modèles. Ils testent de nouvelles hypothèses, comparant les résultats avec des observations toujours plus précises et laissant la possibilité que la réponse vienne d'un domaine inattendu. L'énigme du lithium nous invite à rester humbles face à la complexité de l'univers. Même un atome rare peut en remettre en question l'ensemble de notre compréhension et nous pousser à explorer plus loin. Mais au-delà de cette anomalie, l'histoire des atomes suit son cours. Après la formation des noyaux légers et les questions encore ouvertes sur le lithium, une nouvelle étape allait marquer la transition décisive vers la matière telle que nous la connaissons. Ce moment, appelé l'âge de recombinaison, vit les électrons se fixer enfin autour des noyaux pour former les premiers atomes neutres. Ce fut la véritable naissance des atomes, et elle transforma radicalement l'univers en le rendant pour la première fois transparent à la lumière. L'histoire des atomes atteint un tournant majeur avec ce que les chercheurs appellent l'âge de recombinaison. Jusqu'à ce moment, l'univers était encore une mer opaque dominée par les électrons libres et les photons piégés. La lumière ne pouvait voyager loin sans être arrêtée, car elle rencontrait constamment des électrons qui la déviaient ou l'absorbaient. L'univers ressemblait alors à un brouillard incandescent, où aucune transparence n'existait. Mais à mesure que l'expansion se poursuivait et que la température baissait, une transformation radicale se produisit. Les électrons commencèrent à s'attacher durablement au noyau, formant pour la première fois des atomes neutres. Ce fut la véritable naissance des atomes tels que nous les connaissons aujourd'hui. Ce processus de recombinaison s'est produit environ 380 000 ans après le début de l'expansion. À l'échelle cosmique, ce délai peut sembler dérisoire, mais il représente une éternité comparée aux événements fulgurants des toutes premières minutes. Durant cette période, l'univers avait suffisamment refroidi pour que les électrons cessent d'être arrachés au noyau par l'énergie ambiante. La température était tombée à un seuil où la stabilité devenait possible. Les noyaux d'hydrogène et d'hélium, déjà présents en abondance, purent enfin capturer les électrons pour donner naissance à des atomes complets. L'impact de cette recombinaison fut considérable. Dès que les électrons se lièrent au noyau, l'univers devint transparent à la lumière. Les photons, auparavant prisonniers de la soupe de particules, purent voyager librement à travers l'espace. Ce rayonnement libéré existe encore aujourd'hui sous la forme du fond diffus cosmologique, cette lumière fossile que les satellites modernes comme COBE, WMAP et Planck ont mesurée avec une précision incroyable. Chaque fois que nous observons ce rayonnement, nous regardons directement l'instant où l'univers a cessé d'être opaque pour devenir clair. La recombinaison a marqué la fin du chaos thermique et le début d'un univers ordonné. Désormais, les atomes pouvaient se déplacer sans être détruits immédiatement par les collisions ou les radiations. Cette stabilité a ouvert la voie à la formation des premières de structures à grande échelle. Les nuages d'atomes pouvaient s'effondrer sous l'effet de la gravité pour donner naissance aux futures étoiles et galaxies. En un sens, la recombinaison a transformé un univers de lumière emprisonné en un univers de matière organisée. Ce moment a aussi une importance capitale pour notre compréhension du cosmos. Le rayonnement fossile qui en résulte constitue une archive unique des conditions de l'époque. Les minuscules variations de température observées dans cette lumière racontent comment la matière était distribuée à ce moment précis. Ces fluctuations, bien que très faibles, indiquaient déjà où les premières structures allaient se former. Elles sont la carte génétique de l'univers, inscrivant en détail les germes des galaxies et des amas que nous voyons aujourd'hui. L'âge de recombinaison montre à quel point le rythme de l'expansion a été décisif. Si l'univers avait refroidi trop vite, les électrons se seraient être liés prématurément avant que la matière ne soit correctement répartie. Si au contraire le refroidissement avait été trop lent, les électrons libres auraient dû continuer à bloquer la lumière plus longtemps, retardant la naissance des structures. L'équilibre exact qui s'est produit a permis à la fois la libération des photons et la formation d'atomes stables. Cet ajustement subtil rappelle encore une fois que les conditions initiales de l'univers étaient extraordinairement précises.
Ce qui est fascinant, c'est que l'âge de recombinaison a aussi marqué une transition perceptible dans la nature même du cosmos. Avant, lumière et matière étaient inséparables. Après, elles ont pris des chemins différents. La lumière a continué à voyager à travers l'espace tandis que la matière a commencé à se rassembler. Cette séparation des destins a permis l'évolution parallèle de deux récits. Celui de la lumière, qui nous offre aujourd'hui une fenêtre directe sur le passé, et celui de la matière, qui a construit progressivement les étoiles, les planètes et la vie. Les scientifiques qui étudient dans cet âge crucial utilisent le fond diffus cosmologique comme un laboratoire. Chaque détail mesuré dans cette lumière ancienne apporte des informations sur la densité de la matière, la vitesse d'expansion ou encore la proportion d'hydrogène et d'hélium. Ces données permettent de tester nos modèles avec une précision qui n'était pas imaginable il y a encore quelques décennies. Le fait que ces mesures confirment la plupart des prédictions renforce notre confiance dans l'idée que nous comprenons réellement les grandes étapes de l'histoire cosmique. Mais ce succès ne signifie pas que tout est parfaitement élucidé. Certaines anomalies subsistent dans le rayonnement fossile, de petites variations qui pourraient indiquer des phénomènes encore inconnus. Ces zones d'ombre laissent ouverte la possibilité que l'âge de recombinaison recèle encore des secrets, peut-être des interactions subtiles entre particules, peut-être des influences que nous n'avons pas encore intégrées dans nos modèles. Ce moment reste donc à la fois une victoire de la science et une source de nouvelles questions. Il est important de souligner que l'âge de recombinaison ne marque pas la fin de l'évolution cosmique, mais seulement une étape décisive. Une fois les atomes formés, le chemin vers la complexité était encore long. Il fallait que ces atomes se regroupent, que les forces gravitationnelles transforment des nuages immenses en structures ordonnées, que les étoiles s'allument et produisent de nouveaux éléments. Mais sans recombinaison, rien de tout cela n'aurait été possible. Les atomes sont les briques fondamentales et leur naissance marqua la véritable ouverture de l'univers à la diversité de la matière. Ce moment invite aussi à une réflexion plus large. Lorsque nous regardons le ciel nocturne, nous voyons la lumière d'étoiles situées à des milliers ou des millions d'années-lumière. Mais derrière ces étoiles, il existe un fond beaucoup plus ancien, celui de la recombinaison, qui nous parvient depuis près de 14 milliards d'années. Chaque photon de ce rayonnement est un messager direct de cette époque. C'est la plus ancienne lumière que nous puissions observer, et elle nous rappelle que les atomes que nous touchons aujourd'hui ont commencé leur existence dans une époque où l'univers n'était encore qu'un brouillard en train de se dissiper. Ainsi, l'âge de recombinaison peut être considéré comme l'aube véritable du cosmos tel que nous le connaissons. Avant, il n'y avait qu'un mélange opaque et chaotique. Après, il y avait un univers transparent, stable et prêt à produire les structures complexes. La transition fut radicale, et pourtant, elle ne fut rendue possible que par la lente préparation des étapes précédentes, la formation des particules, des noyaux et la baisse progressive de température. La recombinaison fut l'aboutissement de ce processus, mais aussi le point de départ de tout ce qui allait suivre. À partir de là, les atomes étaient enfin libres de tracer leur histoire propre. Mais en libérant la lumière, la recombinaison a aussi laissé une empreinte durable dans le cosmos, un témoin que nous pouvons encore consulter aujourd'hui. Le fond diffus cosmologique est plus qu'un vestige lumineux. Il est un rappel constant que nous vivons dans un univers transparent, qui n'a pas toujours été tel qu'il est. L'âge de recombinaison est la clé de cette transformation, et il demeure l'un des chapitres les plus importants de l'histoire des atomes. La suite de ce récit nous conduit naturellement vers le rôle de ce rayonnement fossile, qui conserve la mémoire de cette transition et nous permet de remonter le temps. Comprendre le fond diffus cosmologique, c'est explorer directement la trace lumineuse laissée par l'âge de recombinaison. C'est cette empreinte indélébile qui ouvre le prochain chapitre. Lorsque les électrons se sont enfin liés au noyau pendant l'âge de recombinaison, la lumière jusque-là piégée dans l'océan de particules s'est libérée. Ce rayonnement voyage encore aujourd'hui à travers l'espace et nous parvient comme un écho lointain de cette époque fondatrice. Les scientifiques l'appellent le fond diffus cosmique, et il constitue la plus ancienne lumière que nous puissions observer. Chaque photon de ce rayonnement a traversé près de 14 milliards d'années sans être absorbé, transportant avec lui des informations précieuses sur l'état de l'univers quand il n'avait que quelques centaines de milliers d'années. Ce rayonnement n'est pas perceptible à l'œil nu. Il se situe dans le domaine des micro-ondes,
une portion du spectre électromagnétique invisible à nos sens. Pourtant, il baigne tout l'espace, sans exception. Où que l'on pointe une antenne sensible, on capte ce signal ténu mais omniprésent. C'est une preuve irréfutable que l'univers a connu une époque dense et chaude, puis qu'il est devenu transparent. Sa découverte au milieu du XXe siècle a bouleversé la cosmologie. Elle a transformé une hypothèse théorique, celle d'un univers issu d'un état initial extrêmement chaud, en une certitude observationnelle. La découverte s'est produite en 1965, presque par hasard, lorsque deux ingénieurs travaillant sur une antenne radio détectèrent un bruit de fond qu'ils ne parvenaient pas à éliminer. Après avoir vérifié toutes les causes possibles, y compris les interférences et même les déjections de pigeons dans l'antenne, ils réalisèrent que ce signal venait en réalité de partout dans le ciel. Ce bruit uniforme était la signature attendue du rayonnement fossile. Ce fut la confirmation que l'univers avait bien connu une phase primitive incandescente. Depuis ce jour, le fond diffus cosmique est devenu l'une des pierres angulaires de la cosmologie moderne. Mais ce rayonnement n'est pas parfaitement homogène. Lorsqu'on l'observe avec des instruments de plus en plus sensibles, on découvre des variations minuscules de température, de l'ordre de quelques millièmes de degrés. Ces fluctuations ne sont pas du bruit aléatoire, elles correspondent aux différences de densité présentes dans l'univers au moment de la recombinaison. Autrement dit, elles représentent les premiers germes des structures cosmiques. Les régions légèrement plus denses ont attiré davantage de matière sous l'effet de la gravité, donnant naissance aux galaxies et aux amas que nous observons aujourd'hui. Ce que nous voyons dans le fond diffus cosmique, ce sont littéralement les premières cartes de l'univers en formation. Les missions spatiales dédiées à l'étude de ce rayonnement ont permis des avancées spectaculaires. Dans les années 1990, le satellite COBEIT a fourni la première mesure précise de ces fluctuations. Ce résultat a confirmé que l'univers avait bien un âge fini et qu'il avait évolué à partir d'un état dense et chaud. Quelques années plus tard, le satellite WMAP a affiné cette carte, révélant la géométrie globale de l'univers et ses paramètres fondamentaux. Enfin, en 2013, le satellite Planck a livré une cartographie d'une précision inégalée, montrant avec une clarté saisissante les variations infimes inscrites dans le rayonnement fossile. Ces missions ont transformé le fond diffus cosmique en une véritable mine de données, utilisée pour tester et affiner les modèles cosmologiques. Ce rayonnement nous renseigne non seulement sur l'époque de la recombinaison, mais aussi sur des aspects plus profonds de l'univers. Sa répartition confirme que l'espace est pratiquement plat à grande échelle, ce qui correspond aux prédictions de certains modèles d'expansion rapide dans les premiers instants. Il révèle aussi la proportion exacte de matière ordinaire, de matière noire et d'énergie sombre, ces composantes invisibles qui déterminent l'évolution à long terme du cosmos. En d'autres termes, le fond diffus cosmique est une archive qui contient non seulement des informations sur le passé, mais aussi des indices sur l'avenir. Un autre aspect frappant est l'universalité de ce rayonnement. Il est présent partout avec la même intensité moyenne, quelle que soit la direction. Cela prouve que l'univers était extrêmement homogène à grande échelle lors de sa jeunesse. Pourtant, les petites variations observées rappellent que cette homogénéité n'était pas parfaite. C'est ce délicat équilibre entre uniformité et irrégularité qui a permis la formation des structures. Trop de variations auraient en conduit à un univers fragmenté et chaotique. Trop peu de variations auraient empêché toute formation de galaxies. Les fluctuations inscrites dans le fond diffus cosmique sont donc à la fois faibles et essentielles, juste à la bonne mesure pour permettre l'évolution que nous connaissons. Ce rayonnement a aussi une signification symbolique. Il constitue un horizon temporel au-delà duquel nous ne pouvons pas voir. Avant la recombinaison, l'univers était opaque à la lumière. Aucune observation électromagnétique ne peut nous révéler ce qui s'est passé avant cette époque. Pour aller plus loin dans le temps, il faut utiliser d'autres types de messagers, comme les neutrinos ou peut-être les ondes gravitationnelles primordiales. Le fond diffus cosmique marque donc une limite dans notre capacité d'observation directe, mais c'est aussi un point de départ solide pour reconstruire l'histoire. La beauté de ce rayonnement réside dans son intemporalité. Chaque photon qui le compose voyage depuis presque 14 milliards d'années sans être interrompu. Lorsqu'il frappe nos instruments, il nous connecte directement à une époque où l'univers venait tout juste de devenir transparent. En observant le fond diffus cosmique, nous ne voyons pas un passé reconstitué par des calculs,
mais un passé directement présent, inscrit dans la lumière elle-même. C'est l'un des rares cas où la science peut littéralement contempler une image de l'univers enfant. Pourtant, malgré tout ce que nous avons appris, le fond diffus cosmique n'a pas livré tous ses secrets. Certaines anomalies intriguent encore les chercheurs comme des asymétries ou des zones froides dont l'origine n'est pas claire. Ces irrégularités pourraient être de simples coïncidences statistiques, mais elles pourraient aussi indiquer des phénomènes encore inconnus. Elles rappellent ce que même dans une image aussi bien comprise, il reste de la place pour la découverte. L'étude du fond diffus, cosmique, est donc une aventure toujours en cours. Chaque génération de chercheurs affine les mesures, développe de nouveaux instruments et confronte les résultats aux modèles théoriques. Chaque progrès renforce à la fois notre compréhension et notre conscience des limites. Le rayonnement fossile agit comme un miroir. Il reflète ce que nous savons déjà, mais il révèle aussi ce que nous n'avons pas encore découvert. En définitive, le fond diffus cosmique est bien plus qu'un simple vestige lumineux. C'est une archive universelle, un témoignage de l'instant où les atomes sont devenus possibles et où la lumière a pu voyager librement. Il nous relie directement à l'âge de recombinaison et nous donne les clés pour comprendre pourquoi l'univers est structuré comme il l'est aujourd'hui. Mais il pose aussi de nouvelles questions, ouvrant des perspectives sur ce qui s'est passé avant que la lumière ne soit libre, sur ce que cache l'ère encore plus primitive qui précède la transparence. C'est là que s'impose une réflexion sur la gravité, la force qui, après la libération des photons, allait dominer la suite du récit cosmique. Car une fois les atomes formés et la lumière libérée, il fallait encore un moteur pour structurer toute cette matière. Ce moteur, c'est la gravité, qui prit peu à peu le rôle central dans la construction des galaxies, des étoiles et des planètes. La prochaine étape de l'histoire des atomes est donc celle où la gravité devient la force dominante, guidant le destin de l'univers. Après la libération de la lumière et la formation des premiers atomes neutres, l'univers entra dans une nouvelle ère où la gravité prit peu à peu le contrôle. Jusque-là, la chaleur, la densité et les forces nucléaires avaient dicté l'évolution de la matière. Désormais, dans un cosmos devenu transparent et rempli d'atomes d'hydrogène et d'hélium, c'est la gravité qui allait orchestrer la suite. Cette force universelle, bien que faible à l'échelle des particules individuelles, devient irrésistible dès que de grandes quantités de matière s'accumulent. Elle allait transformer un océan homogène d'atomes en structures gigantesques, nuages, galaxies, étoiles et planètes. La gravité agit de manière simple mais implacable. Elle attire la matière vers la matière, renforçant toute concentration locale. Les minuscules fluctuations de densité inscrites dans le fond diffus cosmique prirent alors une importance décisive. Dans certaines régions, un peu plus d'atomes étaient rassemblés que dans d'autres. Ces différences infimes furent amplifiées par la gravité. Les zones légèrement plus denses attirèrent encore davantage de matière, et ce cercle vertueux mena à la formation des premières structures. Ainsi, la gravité transforma de petites irrégularités en véritables architectures cosmiques. Il est remarquable de constater que sans cette amplification, l'univers serait resté un mélange uniforme, un nuage statique d'atomes sans relief. Aucune étoile n'aurait vu le jour, aucune galaxie ne se serait formée. La gravité est donc bien plus qu'une simple force parmi d'autres. Elle est l'ingénieur qui a façonné l'univers visible. Chaque atome d'hydrogène ou d'hélium, né des premiers instants, se trouva pris dans ce processus d'agrégation, contribuant à l'édifice collectif. Dans les centaines de millions d'années qui suivirent, la gravité rassembla les atomes en immenses nuages. Ces nuages, appelés halos de matière, étaient composés principalement de gaz primordial. Leur effondrement progressif donna naissance aux premières étoiles. Mais ce processus fut long et complexe. L'effondrement gravitationnel devait surmonter la pression interne des gaz, qui avaient tendance à résister à la compression. Ce combat entre gravité et pression façonna le rythme de l'histoire cosmique. Là où la gravité l'emporta, les premières étoiles s'allumèrent, marquant la fin de l'âge sombre. La gravité ne se contenta pas de façonner les étoiles. Elle guida aussi la naissance des galaxies. Les atomes, en tombant les uns vers les autres, s'organisèrent en disques et en amas. Ces regroupements devinrent les embryons des galaxies spirales et elliptiques que nous observons aujourd'hui. Chaque galaxie est donc le résultat direct d'un long travail de la gravité, qui a rassemblé la matière diffuse en structures cohérentes. C'est grâce à elle que l'univers n'est pas resté une brume uniforme, mais s'est transformé en un paysage de diversité et de richesse. L'importance de la gravité se mesure aussi à son rôle dans la hiérarchie des structures. Elle agit à toutes les échelles, du nuage d'atomes à l'amas de galaxies.
À petite échelle, elle a permis la formation des étoiles. À grande échelle, elle a sculpté l'organisation du cosmos en filaments et en vide. Ces gigantesques structures, que l'on cartographie aujourd'hui à l'aide de relevés astronomiques, sont les empreintes laissées par la gravité au fil des milliards d'années. Elles montrent que cette force n'est pas seulement un phénomène local, mais bien le moteur global de l'évolution cosmique. Il est fascinant de penser que la gravité, pourtant la plus faible des forces fondamentales, domine ainsi le destin de l'univers. À l'échelle microscopique, elle est largement surpassée par les forces nucléaires et électromagnétiques. Mais à mesure que les masses s'accumulent, elle devient irrésistible. Aucun atome, aucune étoile, aucune galaxie ne peut lui échapper. C'est cette universalité qui en fait la clé de voûte de la cosmologie. La gravité ne connaît pas de limite de portée. Elle agit à l'infini, reliant chaque particule à toutes les autres. Cette domination de la gravité ouvre aussi des questions encore plus profondes. Les observations montrent que la matière visible ne suffit pas à expliquer la force gravitationnelle observée dans les galaxies et les amas. Il doit exister une matière invisible, la fameuse matière noire, qui contribue à renforcer l'effet gravitationnel. Cela signifie que les atomes d'hydrogène et d'hélium, bien qu'abondants, ne racontent pas toute l'histoire. Ils ont été guidés dans leur rassemblement par une trame cachée de matière noire. Les étoiles et galaxies visibles ne sont donc que la partie émergée d'une structure beaucoup plus vaste et mystérieuse. Malgré cette part d'inconnu, le rôle des atomes reste central. Sans eux, la gravité n'aurait pas eu de matière sur laquelle agir. Les protons, neutrons et électrons réunis en hydrogène et en hélium ont fourni le matériau brut, et la gravité a donné Eltre en pot. La domination de la gravité a donc marqué une étape décisive dans l'histoire des atomes. Après leur formation, ils auraient pu rester dispersés dans un cosmos vide et froid. Mais grâce à l'attraction gravitationnelle, ils se sont rassemblés, se sont organisés et ont évolué vers des structures de plus en plus complexes. Ce processus ne s'est pas interrompu. Aujourd'hui encore, les galaxies interagissent, fusionnent et se réorganisent sous l'effet de la gravité. Le cosmos est un chantier permanent, et cette force silencieuse continue de façonner son avenir. Cette perspective nous conduit à un constat fascinant. Chaque objet que nous voyons, chaque étoile qui brille dans le ciel, chaque planète qui orbite autour d'un soleil, est le résultat direct de l'action gravitationnelle sur les atomes formés il y a des milliards d'années. La gravité a transformé la simplicité des débuts en une complexité stupéfiante. Elle a donné une direction à l'histoire cosmique, transformant le désordre initial en un ordre visible. Mais une fois les premières étoiles allumées, un nouveau chapitre allait s'ouvrir. Ces étoiles, alimentées par la fusion nucléaire, allaient jouer un rôle encore plus spectaculaire. Elles allèrent transformer l'hydrogène et l'hélium en éléments plus lourds, enrichissant le cosmos en oxygène, carbone et fer. L'histoire des atomes ne s'arrêtait pas à leur rassemblement sous l'effet de la gravité. Elle se poursuivait à l'intérieur des fournaises stellaires, où la matière allait entrer dans une nouvelle phase d'évolution. Ainsi, après la recombinaison et la libération de la lumière, la gravité a pris le relais comme force dominante. Elle a guidé les atomes vers la première organisation à grande échelle et a préparé le terrain pour l'apparition des étoiles. Celle-ci allait ensuite transformer radicalement la composition de l'univers, inaugurant l'ère de la fusion nucléaire et de la chimie complexe. La gravité avait posé les fondations, mais ce sont les étoiles qui allèrent écrire le prochain grand chapitre. Lorsque la gravité commença à rassembler les atomes d'hydrogène et d'hélium dans les vastes nuages cosmiques, une transformation spectaculaire se prépara. Ces nuages, au départ diffus et froids, s'effondrèrent peu à peu sous leur propre poids. À mesure que la matière se concentrait au centre, la pression et la température augmentaient, atteignant des seuils critiques. Ce fut dans ces conditions extrêmes que les toutes premières étoiles virent le jour. Elles furent sans ces pieds les pionnières de l'univers lumineux, perçant pour la première fois l'obscurité qui avait dominé depuis l'âge de recombinaison. Ces étoiles initiales sont souvent désignées comme les étoiles de population 3, car elles appartiennent à une catégorie distincte des générations ultérieures. Elles étaient composées presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium, dépourvues des éléments plus lourds qui n'existaient pas encore. Cette composition les rendait très différentes de notre Soleil ou des étoiles que nous observons dans le voisinage galactique. Leur structure, leur luminosité et leur durée de vie étaient conditionnées par ce caractère primitif. Elles étaient probablement beaucoup plus massives que la majorité des étoiles actuelles, parfois des centaines de fois plus lourdes que le Soleil. Cette masse gigantesque leur conférait une puissance extraordinaire. Dans leur cœur, l'être étant
La gravité comprimait la matière à des pressions si fortes que la fusion nucléaire s'enclenchait avec une intensité sans précédent. L'hydrogène se transformait en hélium à une vitesse fulgurante, libérant une énergie colossale. Ces étoiles brillaient avec une luminosité des millions de fois supérieure à celle du Soleil, illuminant un cosmos jusque-là plongé dans l'obscurité. Leur éclat marqua la fin de l'âge sombre et l'entrée dans une ère nouvelle, où la lumière stellaire remodela l'univers. Mais cette puissance avait un prix. Les premières étoiles vivaient en vite et mouraient en jeunes. Leur consommation effrénée de carburant nucléaire réduisait leur espérance de vie à seulement quelques millions d'années, une durée dérisoire comparée aux milliards d'années que peut vivre une étoile comme le Soleil. Ce cycle rapide fit d'elles des acteurs intenses mais éphémères. Elles brûlèrent comme des torches cosmiques, transformant l'hydrogène primordial en hélium, puis en éléments plus lourds, avant d'exploser dans des cataclysmes d'une violence extrême. Leur rôle dans l'histoire des atomes fut crucial. Pour la première fois, des noyaux plus complexes que l'hélium purent être fabriqués. Dans leur cœur incandescent, ces étoiles forgèrent du carbone, de l'oxygène et d'autres éléments essentiels. Lorsqu'elles atteignirent à la fin de leur vie, elles expulsèrent ces atomes nouveaux dans l'espace environnant, enrichissant le cosmos d'une chimie inédite. C'est grâce à elles que l'univers cessa d'être un océan presque uniforme d'hydrogène et d'hélium pour devenir un environnement où la diversité atomique pouvait émerger. Les explosions de ces premières étoiles, probablement sous la forme de supernovas, dispersèrent leur création dans de vastes volumes d'espace. Ces restes devinrent les semences de la génération suivante d'étoiles, qui naquirent d'encrons déjà enrichis en éléments lourds. Cette succession de générations fit croître progressivement la complexité chimique du cosmos. Chaque cycle stellaire augmentait la proportion de carbone, d'oxygène, de fer et d'autres atomes indispensables à la formation des planètes et plus tard à l'émergence de la vie. Les premières étoiles ne nous sont pas directement visibles aujourd'hui, car elles ont disparu depuis longtemps, mais leurs traces persistent dans les galaxies et les étoiles plus récentes. Les astronomes détectent leur empreinte en étudiant la composition chimique des étoiles anciennes de notre galaxie. Ces étoiles, bien que nées plus tard, conservent la marque des éléments fabriqués par les générations précédentes. L'absence totale d'éléments lourds dans les toutes premières étoiles reste une hypothèse, mais leurs descendantes portent l'empreinte indirecte de leur existence. Les télescopes modernes tentent de remonter encore plus loin dans le temps pour observer les lueurs des premières étoiles. Les instruments les plus puissants, comme le télescope spatial James Webb, cherchent à détecter la lumière des galaxies, formées à peine quelques centaines de millions d'années après la recombinaison. Ces observations nous rapprochent de l'époque où les premières étoiles s'allumaient jaunes. Chaque nouvelle détection confirme que l'univers s'est éclairé progressivement, région par région, jusqu'à devenir l'immense paysage lumineux que nous voyons aujourd'hui. Le rôle des premières étoiles dépasse la simple production de lumière. Elles furent aussi les actrices de la rayonisation cosmique, un processus où la lumière intense qu'elles émettaient a brisé les atomes neutres d'hydrogène environnants, transformant à nouveau l'univers en un milieu ionisé. Cette rayonisation a modifié la physique de l'espace intergalactique et influencé la croissance des structures cosmiques. Autrement dit, les premières étoiles ont remodelé l'univers à grande échelle, changeant non seulement sa chimie mais aussi son état global. Il est intéressant de souligner à quel point ces étoiles ont joué le rôle de transition. Elles relient deux âges, celui d'un cosmos simple et homogène dominé par l'hydrogène et l'hélium, et celui d'un cosmos riche en diversité atomique, prêt à former des planètes, des océans et des êtres vivants. Sans elles, l'univers serait resté figé dans une simplicité stérile. Avec elle, il a entamé le chemin vers la complexité et, en fin de compte, vers la possibilité de la vie consciente. Ces premières étoiles posent aussi des questions qui restent ouvertes. Quelle était exactement leur taille moyenne ? Combien de temps ont-elles vécu ? Quel type d'éléments ont-elles réussi à produire dans leur cœur ? Les réponses ne sont pas encore définitives, car nous n'avons pas d'observation directe de ces objets disparus, mais chaque avancée dans les observations nous rapproche d'une compréhension plus fine. Les simulations numériques complètent les données et montrent des scénarios plausibles de leur formation et de leur évolution. Ces recherches combinées dessinent une image de plus en plus claire mais encore imparfaite. En réfléchissant à leur rôle, on peut dire que les premières étoiles furent les véritables artisans de la chimie universelle. Elles ont pris les briques élémentaires produites par la nucléosynthèse primordiale et les ont transformées en une palette élargie d'atomes.
Leur mort violente a semé ces nouvelles richesses dans l'espace, rendant possible tout ce qui a suivi. Chaque molécule dans notre corps contient des atomes qui ont été fabriqués au cœur d'une étoile ancienne. Ces pionnières, bien que disparues depuis des milliards d'années, continuent d'habiter en nous. L'histoire des atomes ne s'arrête pas là. Après la brève mais intense vie des premières étoiles, le cycle nucléaire s'est poursuivi dans les générations suivantes. La fusion a continué à créer de nouveaux éléments, élargissant encore la diversité chimique du cosmos. Le processus s'est amplifié à mesure que les galaxies se formèrent et que les étoiles se succédaient. Ce cycle nucléaire, enclenché par les premières étoiles, allait devenir le moteur permanent de la complexité atomique. Avec l'apparition des premières étoiles, l'univers entra dans une phase entièrement nouvelle. Jusque-là, les noyaux d'hydrogène et d'hélium, créés dans les premiers instants, avaient dominé la matière. Mais dans le cœur incandescent de ces étoiles, un processus extraordinaire se mit en marche, la fusion nucléaire. Ce mécanisme allait devenir le véritable moteur de la transformation cosmique, produisant de nouveaux éléments et enrichissant le cosmos en diversité atomique. Ce cycle nucléaire ne fut pas un événement isolé, il se répéta dans chaque étoile, génération après génération, construisant progressivement la chimie complexe de l'univers. La fusion nucléaire repose sur une logique simple. Sous l'effet de pression et de température extrêmes, les noyaux d'hydrogène se rapprochent assez pour surmonter leur répulsion et s'assembler. Lorsqu'ils fusionnent, ils donnent naissance à de l'hélium, libérant une quantité colossale d'énergie. Cette énergie est la source de la lumière et de la chaleur que nous recevons des étoiles. C'est elle qui fit briller les premières étoiles, illuminant un cosmos jusque-là obscur. Mais au-delà de cette lumière, la fusion marque le premier pas vers la construction d'éléments plus lourds. Dans les étoiles massives, la fusion ne s'arrête pas à l'hydrogène. Une fois que suffisamment d'hélium s'est accumulé, ce nouvel élément devient à son tour le carburant. L'hélium peut fusionner en carbone, en oxygène et en d'autres noyaux plus lourds. Ainsi, les étoiles fonctionnent comme des forges successives, où chaque couche brûle un élément pour en produire un autre. Le cycle nucléaire est donc une progression, une marche graduelle qui transforme la matière étape par étape. Chaque palier atteint ouvre la voie à une chimie plus riche. Ce processus, bien qu'éloigné de notre quotidien, nous concerne directement. Les atomes de carbone qui composent nos cellules, ceux d'oxygène que nous respirons, ceux de fer présents dans notre sang, tous ont été créés par la fusion nucléaire au cœur des étoiles. Nous sommes littéralement faits de matière stellaire. Cette idée n'est pas une simple métaphore poétique, mais un constat scientifique. Le cycle nucléaire des étoiles a fabriqué les ingrédients de la vie. Sans lui, l'univers serait resté figé dans une simplicité stérile, composée presque uniquement d'hydrogène et d'hélium. La durée et l'intensité de ce cycle varient en fonction de la taille des étoiles. Les plus petites consomment leur hydrogène lentement, vivant des milliards d'années. Elles brillent faiblement mais longtemps, alimentant patiemment le cosmos en lumière. Les plus massives, au contraire, épuisent leur carburant en quelques millions d'années seulement. Leur vie est brève mais intense et leur cycle nucléaire est rapide et violent. Ces étoiles massives sont essentielles car elles produisent une grande variété d'éléments lourds en peu de temps, puis les dispersent dans l'espace lors de leur mort explosive. La mort d'une étoile massive est une étape fondamentale du cycle nucléaire. Lorsqu'elle a épuisé tout son carburant, elle ne peut plus résister à l'effondrement gravitationnel. Cet effondrement mène à une explosion gigantesque, une supernova. Dans ces conditions extrêmes, la fusion atteint des niveaux encore plus élevés, produisant des éléments plus lourds que le fer, comme l'or ou l'uranium. Ces éléments, impossibles à créer dans les conditions normales des étoiles, ne naissent que dans la violence des supernovas. Ainsi, les explosions stellaires ne sont pas seulement des fins spectaculaires, elles sont aussi les semeuses de la diversité atomique. Chaque explosion dispersa dans le milieu interstellaire les éléments forgés dans le cœur de l'étoile. Ces restes enrichirent les nuages de gaz qui allaient donner naissance à de nouvelles générations d'étoiles et de planètes. À chaque cycle, la proportion d'éléments lourds augmentait. Le cosmos évoluait donc de la simplicité initiale vers une complexité croissante. Ce processus, étalé sur des milliards d'années, a façonné les conditions qui ont rendu possible l'apparition de mondes solides et la chimie nécessaire à la vie. Le cycle nucléaire est en ce sens le moteur de l'évolution matérielle de l'univers. Les observations modernes confirment cette histoire. Les spectres de lumière émis par les étoiles révèlent leur composition chimique. En les étudiant, les astronomes peuvent reconstituer l'évolution du cycle nucléaire.
On observe ainsi des étoiles jeunes contenant déjà des éléments lourds, preuve qu'elles ont hérité du travail des générations précédentes. Les galaxies lointaines, quant à elles, montrent des compositions plus pauvres en métaux, indiquant qu'elles sont restées plus proches en tas de la simplicité initiale. Ces différences illustrent comment le cycle nucléaire a enrichi progressivement le cosmos au fil du temps. Le cycle nucléaire, il n'était pas seulement un processus astrophysique, il est aussi un récit d'équilibre. Chaque étape dépend de conditions précises. Si une étoile est trop petite, elle ne dépassera jamais la fusion de l'hydrogène. Si elle est trop massive, elle s'effondrera trop rapidement pour former des éléments en abondance. Seule une variété de tailles et de masses stellaires permet au cycle global de produire toute la palette d'atomes que nous connaissons. L'univers n'a pas fabriqué ces éléments d'un seul coup, mais par une succession d'actes orchestrés par des étoiles de toutes sortes. Ce cycle rappelle que l'histoire des atomes est aussi celle de la mort et de la renaissance. Chaque génération d'étoiles prend le relais de la précédente, enrichissant le cosmos d'éléments nouveaux. Cette continuité assure que rien n'est perdu. Même la mort violente d'une étoile n'est pas une fin, mais une transformation. Les atomes dispersés serviront à bâtir des planètes, des océans ou des organismes vivants. Le cycle nucléaire est donc le fil qui relie l'éphémère et le permanent, le chaos des explosions et la stabilité de la matière qui nous entoure. En réfléchissant à ce processus, il devient clair que l'univers n'est pas seulement un décor immobile. C'est un système en perpétuelle évolution, où la matière se recycle sans cesse. Les atomes que nous portons en nous ont voyagé dans le temps et l'espace, passant par le cœur d'étoiles disparues depuis des milliards d'années. Ils sont la preuve que nous faisons partie intégrante de ce cycle cosmique. Notre existence est directement liée au destin des étoiles. Mais ce cycle nucléaire, aussi puissant soit-il, ne se limite pas aux étoiles massives et aux supernovas. D'autres phénomènes, comme les collisions d'étoiles à neutrons, jouent aussi un rôle dans la production d'éléments lourds. Ces événements rarissimes, mais d'une intensité incroyable, complètent le travail des étoiles en forgeant des atomes encore plus rares. Ensemble, tous ces processus alimentent la diversité atomique qui caractérise notre univers. En définitive, le cycle nucléaire est la grande forge cosmique. C'est lui qui a transformé l'hydrogène originel en un éventail d'éléments capables de donner naissance à des mondes complexes et à la vie. Sans ce processus, l'univers serait resté figé dans une simplicité uniforme. Grâce à lui, il est devenu un lieu de richesse et de diversité. Mais chaque cycle a aussi une fin. Les étoiles, après avoir forgé des éléments, doivent mourir pour les libérer. C'est ce paradoxe de création par la destruction qui caractérise la suite de l'histoire. La mort stellaire, moment où les atomes sont dispersés et où le cycle peut recommencer ailleurs. La vie des étoiles, aussi brillante soit-elle, ne dure jamais éternellement. Une fois leur carburant nucléaire épuisé, elles entament une phase de déclin qui aboutit à leur mort. Mais cette fin n'est pas une disparition stérile, c'est au contraire l'un des moments les plus créatifs de l'histoire cosmique. C'est au cours de la mort stellaire que les atomes forgés dans le cœur des étoiles sont dispersés dans l'espace, prêts à participer à de nouvelles générations de structures. Chaque étoile qui meurt devient ainsi une semeuse de matière, enrichissant l'univers d'éléments lourds et ouvrant la voie à la complexité. Le destin d'une étoile dépend étroitement de sa masse. Les petites étoiles, semblables à notre Soleil, vivent très longtemps et s'éteignent de manière relativement douce. Lorsqu'elles ont consommé la majeure partie de leur hydrogène, elles se transforment en géantes rouges, gonflant jusqu'à engloutir parfois leurs planètes proches. Leur cœur se contracte, et de nouvelles réactions nucléaires s'allument, produisant de l'hélium, du carbone et parfois de l'oxygène. Mais ces étoiles ne sont pas assez massives pour aller beaucoup plus loin. Elles expulsent leurs couches externes sous forme de nuages lumineux, appelés nébuleuses bénignes planétaires, laissant derrière elles un noyau dense, une naine blanche. Ces reliques compactes, de la taille approximative de la Terre mais contenant une masse comparable à celle du Soleil, refroidissent lentement sur des milliards d'années. Les étoiles beaucoup plus massives connaissent une fin beaucoup plus violente. Leur cœur, sous l'effet de la gravité, continue de fusionner des éléments de plus en plus lourds jusqu'au fer. Mais le fer, contrairement aux autres noyaux, ne libère plus d'énergie lorsqu'il fusionne. Dès lors, le cœur de l'étoile s'effondre brutalement sous son propre poids. Cet effondrement déclenche une explosion gigantesque, une supernova. L'énergie libérée est telle que, pendant un court instant, l'étoile mourante peut briller autant que l'ensemble d'une galaxie.
Ces événements spectaculaires sont visibles à des millions d'années-lumière et constituent en certains des phénomènes les plus puissants de l'univers. Les supernovas jouent un rôle central dans l'histoire des atomes. Elles sont responsables de la dispersion des éléments lourds forgés dans le cœur des étoiles, dans l'espace interstellaire. Sans elles, ces éléments resteraient emprisonnés au centre des étoiles mortes. Grâce aux explosions, le carbone, l'oxygène, le fer et bien d'autres sont éjectés dans le milieu environnant, enrichissant le gaz interstellaire. Ce gaz chargé de ces nouvelles richesses devient la matière première des générations suivantes d'étoiles et de planètes. Chaque explosion stellaire contribue donc à un immense recyclage cosmique. Certaines supernovas vont encore plus loin en produisant des conditions si extrêmes que des éléments encore plus rares apparaissent. Tiens. Des atomes comme l'or, le platine ou l'uranium, impossibles à former dans des réactions nucléaires ordinaires, voient le jour dans la violence de ces explosions. Ces métaux précieux, que nous considérons aujourd'hui comme rares et exceptionnels, sont en réalité les enfants de la mort stellaire. Chaque bijou, chaque trace d'or dans notre technologie est le produit d'un cataclysme survenu il y a des milliards d'années. Toutes les étoiles massives ne finissent pas sous la forme d'une explosion visible. Certaines, après leur effondrement, se transforment en objets compacts encore plus énigmatiques. Lorsque la masse résiduelle essaie limitée, l'effondrement aboutit à une étoile à neutrons, un corps incroyablement dense où la matière est comprimée à un degré extrême. Si la masse est encore plus grande, rien ne peut arrêter l'effondrement. L'étoile devient un trou noir. Ces objets invisibles par définition continuent donc d'influencer leur environnement en déformant l'espace et en absorbant la matière autour d'eux. Ils témoignent de la violence ultime de la mort stellaire et de la capacité de la gravité à l'emporter sur toute autre force. La mort des étoiles est donc loin d'être une fin. Elle constitue une étape essentielle du cycle cosmique. Les nuages enrichis par les restes des étoiles mortes deviennent les berceaux de nouvelles étoiles. Ces dernières, à leur tour, poursuivent le cycle nucléaire et créent encore plus d'éléments. Chaque génération enrichit davantage le cosmos, construisant peu à peu la diversité chimique qui permet aux planètes et à la vie d'exister. La mort stellaire est donc une condition de la renaissance. Sans elle, l'univers serait resté figé dans une pauvreté chimique incapable de produire autre chose que des étoiles éphémères. L'observation des restes de supernovas nous rappelle l'importance de ces événements. Les nébuleuses colorées que nous admirons dans le ciel, comme la nébuleuse du Crabe, sont les vestiges de ces explosions. Elles contiennent les atomes dispersés qui voyageront dans l'espace avant d'être capturés ailleurs. Ces nuages sont des bibliothèques de matière, prêtes à écrire de nouvelles histoires. Chaque fragment d'étoile morte est une promesse de création future. Cette perspective amène à réfléchir sur notre propre existence. Les atomes de notre corps ne viennent pas seulement du Big Bang, mais aussi de générations de supernovas qui ont enrichi le cosmos bien avant la naissance du système solaire. Nous portons en nous l'héritage de la mort des étoiles. Chaque respiration, chaque battement de cœur est rendu possible par des atomes forgés dans des cataclysmes anciens. Nous sommes littéralement les enfants des étoiles mortes, preuve vivante que la destruction peut être créatrice. La mort stellaire soulève aussi une question sur l'avenir. Les étoiles continuent de naître et de mourir, perpétuant ce cycle depuis des milliards d'années. Mais ce processus n'est pas éternel. À très long terme, l'hydrogène disponible finira par être consommé, et la formation d'étoiles ralentira puis cessera. L'univers deviendra plus sombre et plus froid, marqué par les restes d'astres disparus. La mort stellaire, aujourd'hui moteur de la complexité, annonce aussi la fin inéluctable du cycle. Pourtant, à l'échelle de notre temps présent, elle reste une force de création et de renouvellement. En résumé, la mort stellaire n'est pas un point final, mais une transition. Elle transforme les étoiles en semeuses d'atomes, enrichissant sans cesse le cosmos. Elle a façonné notre monde et rendu possible l'apparition de la vie. Mais elle prépare aussi le terrain pour l'étape suivante de l'histoire cosmique, la naissance des galaxies, vastes ensembles où les étoiles et les atomes s'organisent à plus grande échelle. Après le chapitre de la mort individuelle des étoiles, c'est celui des structures collectives qui s'ouvre, et les galaxies deviennent les nouveaux théâtres de l'évolution de la matière.